Ok, Alors c'est parti. c'est parti. Donc Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, de Mehdi Moussaïd, publié en janvier 2019 aux éditions Humaine Science. Euh, Est-ce que vous avez lu le livre déjà? Alors, bah non, mais Non. justement, Ok. Moi, j'avais vu quelques vidéos parce qu'il fait des vidéos sur YouTube, je crois. Et j'ai vu quelques vidéos qu'il fait de vulgarisation. C'est assez stylé. ouais, pareil. Moi, je le connais par les vidéos, mais pas par le bouquin. Ouais. Ok, tant mieux. Ça m'arrange parce que je vous en avais parlé, vous aviez l'air de connaître, donc je me suis dit, peut-être qu'ils ont lu. Non, mais pour le coup, c'est vrai que les vidéos sont assez cool. Après, moi, ce que j'avais vu, c'était un peu toujours sur le même thème. C'est-à-dire en fait, il faisait venir plein de gens dans une salle ou dans un parc. Et il étudiait un peu la dynamique de ce qu'il faisait. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va spoiler. Mais ouais, enfin, en gros, je le connais pour un thème. Je sais pas si dans le livre, on va explorer d'autres thèmes. Ouais, exactement. En fait, moi, je le connais, même chose à travers sa chaîne YouTube. Donc, il a une chaîne YouTube, c'est un chercheur qui a une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Euh, et il fait notamment des vidéos autour du comportement des foules. Et moi, je l'ai découvert sur une vidéo spécifique où il explique que les tests de personnalité, notamment un test de personnalité le plus connu qui s'appelle le MBTI, qui est très utilisé en entreprise, où il explique par A plus B que c'est du bullshit. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, suite ça à ça, m'étonne pas. Of course. j'ai acheté son bouquin et c'est super intéressant. Donc en gros, pourquoi ce livre? Donc voilà, parce que le gars a une chaîne de YouTube qui est super bien, que je vous recommande. Parce que donc c'est un bouquin qui parle des foules. Après, on va rentrer un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'une foule et en quoi c'est intéressant. Mais du coup, donc j'aime bien la chaîne du gars. Deuxième point, je suis convaincu qu'historiquement, genre l'essentiel des progrès sociaux et politiques, ils ont été le fruit de mouvements de masse. Donc ça, j'en sais rien, c'est plus mon hypothèse. Mm. Mais je suis personnellement Ok. convaincu que ça. Donc ça m'intéressait de comprendre comment la masse fonctionne, en fait. Dans un troisième temps aussi, c'est parce que j'ai toujours eu un peu de fascination. J'ai un mélange de peur et de fascination pour la foule, tu vois. Donc en gros, tout ce qui est grand rassemblement, genre match de foot, manif, auquel j'ai pu assister. Genre à la fois, je trouvais ça un peu fascinant et en même temps, ça m'a toujours un peu fait peur. Je suis là, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont teubés. Donc, ça m'intéressait de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, bah grave. Euh, Et en fait, enfin, je trouve, tu sais, quand tu regardes ces vidéos, justement, tu as envie de le relier à la politique et au système de vote. Parce que, tu sais, typiquement, il va dire, OK, si je pose une question à une foule, c'est quoi les mécanismes qui font qu'elle va avoir la bonne réponse ou la mauvaise réponse? Et c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de faire des analogies avec, bon, je pense qu'on les fera, hein, mais avec la politique et le système de vote et comment voter pour la bonne réforme et des trucs comme ça, quoi. ouais, exactement. Et en fait, c'est super intéressant. Bon, je vais un peu me focaliser. Donc, d'abord, je vais vous dire qui est l'auteur. Ouais. Donc, le gars, voilà, s'appelle Mehdi Moussaïd. Il est né à Rabat, au Maroc, et il a 42 ans. Donc, à la base, c'est un arabe. Faites attention. Attention. Donc, c'est un, À la base. à la base, c'est un arabe. Prenez garde. Donc, c'est un chercheur, vulgarisateur et vidéaste web français, qui est effectivement connu pour sa chaîne YouTube qui s'appelle Fouloscopie, qu'il a créée en 2018. Et son parcours, il est assez marrant parce que c'est un gars qui est tombé un peu par hasard sur son domaine d'études, qui est la foule. Il a d'abord fait une licence en sciences informatiques. Et en la faisant, il a réalisé que ça lui plaisait pas tant que ça et qu'en fait, il voulait pas être il voulait pas être ingénieur informatique. Donc, il s'est dit, bah, j'ai envie d'être chercheur parce que je suis quelqu'un de curieux. Et il est tombé sur une annonce de l'université Paul Sabatier de Toulouse pour un master en sciences cognitives avec comme sujet d'étude les foules. Donc ça l'intéressait pas particulièrement, mais il s'est dit bon, ça va peut-être me mettre un pas dans le domaine de la recherche, donc je postule. Et il a été pris, et c'est comme ça qu'il est rentré dans la recherche. Mais c'était pas un mec qui était passionné par les foules à la base. C'était plus un gars qui faisait quelque chose qui lui plaisait pas. Il s'est dit je vais me reconvertir dans la recherche et il est tombé là-dessus. J'avoue que je m'étais posé la question comment tu deviens expert en foule. Mais, Ouais. du coup, Exactement. Mais ça aurait pu être un mec qui dit oui, à l'âge de Ouais. 6 ans, j'étais dans une foule et en fait, machin. Mais pas du Ça tout. m'a marqué à vie et tout. Exactement. Ouais, C'était c'est juste ça. du pur hasard. Ouais, c'est que sa licence d'informatique lui le faisait chier. Ouais, ouais, c'est ça en gros.
Euh, et donc il rentre là-dedans. Et après son master, il s'est lancé dans un doctorat en éthologie. Donc l'éthologie, c'est la science du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. Sachant que l'être humain rentre dans l'espèce animale. Mhm. Et donc c'est super vaste comme champ d'étude, l'éthologie. Donc lui, son sous-segment, c'est les foules, et notamment les foules humaines. Mais à la base, il a fait un doctorat en éthologie qui est la science plus globale du comportement des espèces animales dans leur milieu. Mais attends, mais si je peux faire un petit behind the scenes, parce que en fait, à la base, toi, tu t'étais lancé pour faire ton épisode, tu t'étais lancé sur un autre bouquin. Tu diras le nom, et justement, c'était de l'éthologie. Et en fait, c'était méga chaud à faire, et donc t'avais décidé de bifurquer et de passer sur Fulloscopy. Donc il y a eu un peu un coup d'épée dans l'eau. Enfin, je sais pas si tu peux expliquer un peu. Enfin, moi j'ai découvert éthologie au moment où tu m'as dit que tu bossais sur le bouquin d'avant, quoi. Ouais, bah effectivement, genre moi j'ai toujours été curieux de ce domaine-là. Enfin, je trouve que le comportement des gens d'un côté et des animaux de l'autre, c'est super intéressant, tu vois. Et c'est super mystérieux et c'est super complexe. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une fascination naturelle pour ça, genre pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi les gens agissent. Même genre parfois je me on va me dire que je suis chelou, tu vois, mais parfois je me pose sur des places et je regarde juste les gens. Mais ça, c'est un truc de ouf. Moi, je fais ça aussi. Mais oui, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui font ça. Mon truc préféré au monde. J'adore faire ça, regarder les gens faire leurs trucs et tout. Bon, bref. Ouais, exactement, tu vois. Et je pense qu'à partir du moment où tu kiffes regarder les gens et ou regarder les animaux, sauf qu'en ville, on n'a pas beaucoup d'animaux à part les pigeons, tu vois. Mais à partir du moment où tu kiffes faire ça, t'es un peu éthologue, tu vois. Enfin, en tout cas, t'as une attirance naturelle pour ça, tu vois. Et donc, le bouquin que je voulais faire, c'était un bouquin de Boris Cyrulnik, que j'avais jamais lu auparavant, mais je l'avais écouté dans un podcast et je le trouvais intéressant. Mais effectivement, le bouquin était super chaud. Tu me l'avais envoyé, je confirme. Ouais, c'est ça, tu avais commencé à le lire, Alexandre. Ouais, j'ai badé. Effectivement, c'était un peu trop complexe pour mon intellect. Mais du coup voilà, j'ai switché. Yes. Mais on reste dans l'éthologie, du coup. C'est cool. On reste sur l'éthologie et je ne perds pas espoir de faire un bouquin de Cyrulnik un jour. Allez. Donc le gars, il a fait une licence en sciences informatiques. Il a pas kiffé, il s'est dit je veux être chercheur. Il a répondu à une annonce à l'université Paul Sabatier de Toulouse pour étudier les foules. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans ce domaine-là. Et après son master, il a fait un doctorat en éthologie, toujours à Toulouse. Et aujourd'hui, il vit à Berlin, de ce que j'ai compris. Et il exerce à l'Institut Max Planck pour le développement humain. Donc c'est un institut assez prestigieux, de ce que j'ai compris, à Berlin. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce bouquin ? Alors, vous allez voir, mais en gros, le livre, ce qu'il fait, c'est qu'il retrace le parcours professionnel et académique de Mehdi, tu vois, de notre ami Mehdi. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous plonge dans son quotidien de chercheur, qui va genre de l'observation pratique à la modélisation théorique en passant par l'expérimentation en labo. Et en fait, à travers son parcours, on apprend plein de trucs. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, je trouve ce qu'on apprend, c'est 3 trucs. C'est les modalités de construction, d'une part, donc c'est les modalités de construction d'une connaissance collective. Donc en gros, tu sais, on a souvent dit genre ouais, c'est intéressant, j'aimerais bien savoir c'est quoi une démarche intellectuelle honnête ou c'est quoi une démarche scientifique. Et c'est assez bien décrit dans son bouquin. Tu vois, moi qui suis pas chercheur ou qui n'ai jamais fait un doctorat ou qui n'a jamais fait de recherche, j'avais pas beaucoup de connaissances là-dessus sur en fait c'est quoi la démarche d'un chercheur, c'est quoi le quotidien d'un chercheur, comment ça marche. Et lui, il le décrit assez bien. Et donc on va le voir. Je pense que vous connaissez déjà un peu mieux que moi cet aspect-là, non ? En vrai, je me rends pas compte parce que ouais, si tu me dis chercheur en physique, ouais, mais chercheur en foule, non. Honnêtement, non. En vrai, honnêtement, ça m'intéresse. Ouais. Ok. Donc ouais, donc le premier truc, c'est voilà, on va en apprendre un peu plus sur la démarche scientifique. Deuxième truc que j'ai appris, je trouve, et qui est un peu infuse tout au long du bouquin, c'est les contraintes et les difficultés du métier de chercheur. Donc en gros, le truc enfin moi aussi, je me rendais pas du tout compte. Donc notamment le fait que l'univers scientifique, c'est quand même super compétitif en fait.
Et ça, on l'apprend au fur et à mesure. Mm. Et le troisième truc, je trouve, qui est intéressant dans ce bouquin, c'est le chemin ou le cheminement entre la percée théorique et l'application concrète. Genre, en fait, en quoi le fait d'avoir une démonstration scientifique ou de faire une découverte scientifique aboutit à une application concrète dans la vraie vie des gens. Donc, comment on passe d'un cadre académique abstrait à une transcription réelle dans le quotidien des gens. Donc ça, c'est les trois gros trucs que j'ai retenus du bouquin. Et aussi, le quatrième truc, c'est que c'est fun, en fait. Je trouve ça marrant. C'est marrant ce qu'il raconte et tout ça. Mais est-ce qu'il fait typiquement... est-ce qu'il reprend un peu... Enfin, je sais pas comment je m'exprime mal, mais est-ce que, tu vois, les trucs qu'il fait sur sa chaîne YouTube, les expériences qu'il fait, est-ce qu'il les relate dans le bouquin un petit peu dans le sens où, si vous prenez une foule avec 50 personnes et que vous leur demandez la taille de la tour Eiffel, ce qui va se passer, c'est que machin, il fait un peu ça dans le bouquin ou pas? Ou c'est pas du tout le sujet? Ouais, d'accord, ok. Alors, en fait, ce qu'il fait, c'est que, vu qu'il retrace l'intégralité de son parcours, donc, en fait, c'est souvent présenté, le bouquin, il est structuré en faisant pas mal d'expériences, en fait. En gros, tu vas suivre ces différentes expériences et il va t'expliquer genre comment il les fait, pourquoi il les fait et quelles conclusions il en a eu. Ah ok, ça va être trop bien. Ok, trop cool. Donc en ça, c'est assez proche de la chaîne YouTube. Par contre, il parle pas du tout de YouTube. Il parle pas des expériences qu'il a fait sur Internet. Il parle surtout des expériences qu'il a fait en labo, ou plutôt dans son parcours académique. Mais c'est assez similaire de ce point de vue-là. J'avoue, c'est un peu stylé cet angle. Je pensais pas, tu vois, je pensais que le bouquin c'était vraiment en gros sa chaîne, quoi, genre différentes thématiques sur la foule et tout, est-ce qu'il en a compris et tout ça. Et du coup, je trouve ça cool en fait qu'il ait intégré ça dans son parcours et son histoire, et que du coup, ça lui permet de parler du monde de la recherche, quoi. C'est plutôt chouette. Ouais, exactement. Genre là où c'est différent de la chaîne YouTube, c'est que c'est un bouquin plus personnel, tu vois. Ouais. Il parle vraiment de son parcours, de ses émotions, de ce qu'il a ressenti, de pourquoi il a fini par faire ça, de quand il rejoint un nouveau labo, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Donc c'est pas juste une succession. Donc il y a une succession d'expériences, mais les différentes expériences sont liées par son vécu. Ouais, c'est intéressant comme angle. Trop bien. On kiffe. Allez, c'est parti. Donc on va un peu la première partie que je voulais évoquer. Donc c'est un peu la première expérience qu'il fait. Donc c'est l'expérience dite du couloir. Ok. Donc en gros, après sa licence d'informatique, on a dit il débarque dans un laboratoire de biologie à Toulouse pour y faire son master puis sa thèse. Et il commence par décrire un peu l'environnement de travail. Parce que du coup, lui, il découvre le monde de la recherche. Tu vois. Et en vrai, ça a l'air assez marrant, en fait, le mot. C'est peut-être lui qui le décrit de manière marrante, mais ça a l'air assez marrant. Donc en gros, ses collègues du labo, ils étudient le comportement collectif des animaux sociaux. Tu vois. Donc c'est la thématique de son labo de biologie là, à Toulouse. Donc en gros, tous ces collègues, donc en gros, il t'explique qu'il passe de bureau en bureau et quand il rejoint le labo et qu'il parle un peu aux gens, à ses collègues, quoi, chercheurs. Et il découvre, tu vois, il y en a qui étudient des troupeaux de moutons, d'autres des bancs de poissons, d'autres des colonies d'insectes, des vols des tourneaux, des agrégats de cafards. Donc tu vois, en gros, il est trop en kiff. Tu vois. Donc en fait, chacun d'eux a une espèce animale de prédilection. Tu vois. Et il dit d'ailleurs que c'est assez pratique pour se présenter durant la pause déj, tu vois. Donc en gros, il y en a un qui lui dit, moi je suis dans les fourmis. Lui, c'est les abeilles. La meuf derrière, c'est les chenilles, tu vois. Genre, chacun a un peu son kiff, tu vois. Ils ont leur domaine d'expertise, quoi. Ouais, c'est ça. Non. Donc, déjà, ça a l'air plus marrant que nos métiers, tu vois. Grave. J'avoue, et en vrai, ça doit être... Enfin, j'imagine que c'est marrant pour lui, parce que genre, tu dis, il vient de l'informatique, et de découvrir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, quoi. Genre, à étudier... Genre, c'est leur vie d'étudier les comportements des troupeaux de moutons, tu vois. Genre de découvrir des champs de recherche dont t'as pas idée. Je trouve ça assez ouf. Et là, en plus, c'est rigolo. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est aussi un des trucs qui frappe dans le bouquin. C'est en fait, c'est... après, je pense que quand tu lis n'importe quoi autour de la science ou d'un sujet d'étude, tu vois, c'est la profondeur en fait, le niveau de profondeur que les gens atteignent, quoi. En fait... tu prends n'importe quel sujet, il y a toujours des gens trop chauds qui ont fait 10 000 expériences. Et t'es là, putain, mais ouais, les gens sont chauds, quoi. Les gens sont... ils sont ouf. Et
Et donc, en gros, ouais, donc en fait, son labo, l'objet, c'est d'étudier le comportement collectif des animaux sociaux. Donc, on a dit moutons, poissons, colonies d'insectes, étourneaux, cafards. Et lui, c'est le seul à étudier les humains. Et en particulier, il étudie les humains, il étudie les piétons à travers plusieurs expériences. Okay. Et donc là, on va se lancer dans les différentes expériences qu'il a fait, dans l'ordre chronologique d'ailleurs. Donc on va faire sa première expérience de toute sa vie, et après on va aller un peu plus loin. Celle du couloir. Exactement, la fameuse expérience du couloir. Donc en gros, sa première expérience, c'est en 2006, tu vois. Il appelle ça son baptême scientifique. C'est son tout premier contact avec la recherche. Et là, vous n'êtes pas prêts, tu vois, parce que c'est épique. Et donc, le gars, il va à Bordeaux, tu vois, première expérience. Et pendant 3 semaines, il passe ses journées entières dans un bâtiment à demander aux gens de se croiser. Voilà. Donc, c'est sa première expérience, tu vois. Dans un couloir, de se croiser dans un couloir. Okay. Donc, en gros, concrètement, c'est quoi le setup ? Il est assis devant un écran de contrôle dans un couloir. Des gens rentrent, donc il y a des participants à l'expérience. Donc les participants, ils rentrent 2 par 2 dans le couloir. Donc d'abord, il y a 2 participants qui rentrent. Et il leur dit « En place, prêt, marchez !» Et après, il observe les 2 participants se diriger l'un vers l'autre. Ouais, donc c'est chacun à un bout du couloir et ils vont se croiser, quoi. Bah oui. Exactement. Donc ça, c'est l'intégralité de l'expérience. Mais du coup, quand tu dis il est derrière un écran de contrôle, c'est que c'est filmé ? Ouais. Ok. Exactement. Donc, en gros, toute l'expérience consiste à faire rentrer deux anonymes dans un couloir, à leur dire placez-vous chacun à l'extrémité de l'autre et avancez l'un vers l'autre tout droit. Ok, donc ça, c'est l'intégralité de l'expérience. Je suis en train de me demander pourquoi il était obligé d'aller à Bordeaux pour faire ça. C'est à Bordeaux que ça se passe. Meilleur couloir. Voilà. Ça, il explique pas, mais c'est à Bordeaux que ça se passe. Ok. Sympa. Donc, à votre avis, pourquoi il fait ça ? En fait... Moi, je connais le truc. Ah, moi, tu connais ? Ouais. Bah, réponds pas. Bah, je réponds pas, du coup. Ah bon, mais d'où tu connais le truc, là ? Bah, j'avais vu ces vidéos, quoi. Il en a parlé, c'est une des premières. Enfin, je sais plus, mais j'avais vu ce truc-là parce que c'était marrant. Ok. Moi, ce que j'aurais dit comme ça, gut feeling, c'est que, en fait, quand tu croises quelqu'un... t'as toujours un moment un peu gênant. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, voilà, tu le croises, tu sais pas trop quoi faire de tes mains, tu sais pas trop quoi faire de ton regard. Est-ce que tu le regardes, tu regardes par terre, est-ce que tu sors ton téléphone pour faire genre t'es busy. Moi, j'aurais dit que c'était intéressant d'étudier ça. Oui, et autre élément qui va peut-être t'aider, c'est il leur demande d'avancer l'un vers l'autre et d'aller jusqu'à l'autre bout de la pièce. Donc, ils se croisent et ils se dépassent l'un et l'autre. Ouais. Et bah après, je me dis que après le fait que tu leur aies demandé de faire ça, ça doit rajouter quand même une couche de chelouitude au truc. Mais bon, vas-y, je te laisse. Ouais, bah en vrai, t'es pas très loin. Donc en fait, pourquoi il fait ça ? C'est parce que en fait, donc en gros, globalement, son expérience, c'est de manière répétée se faire croiser 2 personnes et de voir comment ils se croisent, en fait. Et en fait, pourquoi il fait ça ? C'est que 2 piétons, statistiquement, ils auraient 50% de chances de s'éviter et 50% de chances d'entrer en collision. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu croises quelqu'un, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Ouais. Et si l'autre personne va dans le même sens que toi, bah tu vas lui rentrer dedans ou tu vas avoir un peu de gênance. Et si vous allez tous les deux, si vous allez pas dans le même sens, bah vous vous croisez de manière fluide. Et les probas, c'est 50-50 de... Bah oui, puisque tu as une chance sur 2 d'aller à gauche. Les probas théoriques, c'est 50-50 puisque tu as une chance sur 2 d'aller à gauche ou à droite. Ok, donc en gros, il fait cette expérience parce que lorsque 2 piétons se croisent, ils auraient en théorie 50% de chances de s'éviter sans dégâts et tout autant d'entrer en collision. Or, on constate en observant les piétons dans la rue que c'est pas le cas. On se cogne pas les uns contre les autres une fois sur 2. D'ailleurs, vous pouvez prendre votre expérience personnelle. Tu vois. Quand vous croisez des gens dans la rue, vous avez constaté que c'est pas une fois sur 2 que vous avez la danse, ce qu'il appelle la danse des piétons. Ouais. Vous n'avez pas une fois sur 2 le moment chelou où vous faites la danse des piétons. C'est plutôt rare, en fait, de faire la danse des piétons. Ouais, mais attends, je t'arrête parce que je pense que j'ai pas compris. Parce qu'en fait, quand tu dis que... t'as l'air de dire que c'est assez étonnant qu'on se rentre pas dedans.
Mais en fait, c'est pas étonnant parce qu'on est des créatures conscientes et on arrive à éviter les obstacles. Mais en fait, ce qui est étonnant, tu as l'air de dire, c'est qu'on fasse pas la danse du piéton. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Ok. Parce Oui, que oui. le fait qu'on... On va pas réellement rentrer en collision. D'accord, parce que le fait qu'on se rende Ce qui est étonnant, c'est pas dedans, c'est pas étonnant. c'est qu'on va pas une fois sur deux du même côté, en fait, en gros. C'est que Exactement. l'évitement, le fait qu'on aille chacun Ouais. d'un côté différent, c'est beaucoup plus fréquent que d'aller du même côté et de faire la danse du piéton. Ah, Exactement. d'accord. Ok, c'est ça qui m'échappe. Ok, d'accord. Ok, c'est plus clair. Oui, exactement. Ouais. On enlève l'aspect de collision parce Oui, que oui. c'est pas vrai. D'accord, c'est plus clair. Parce que j'étais en train de me dire, ouais, ça va, c'est pas si. Ça me paraît normal qu'on s'arrête avant, quoi. Mais vas-y. Ok, donc en gros, le gars, pendant 3 semaines, il fait rentrer des binômes anonymes et il leur dit croisez-vous. Et il filme. Donc ça, c'est sa première expérience de sa life. Donc je pense qu'il se dit waouh, je pense qu'il se dit pas heureusement que j'ai fait de la recherche, genre j'ai fait le bon choix. Genre, je pense qu'au début, il est pas en kiff, tu vois. Il s'est dit mais qu'est-ce que je fous à Bordeaux, putain, pour faire se croiser des gens. Et donc une fois qu'il a fait ça, donc ça c'est l'expérience, le protocole d'expérience. Et une fois qu'on a fait ça, vient l'étape de dépouillement. Et donc là, on arrive sur un des aspects du bouquin qui m'a pas mal plu. C'est la manière dont l'auteur il détaille, il explique la démarche de recherche et la démarche scientifique en général. Donc là, ce qu'il dit, c'est que en général, systématiquement, après la réalisation d'une expérience, vient l'étape du dépouillement. Et ça vient entre la fin d'une expérience et la révélation des premiers résultats. Et en fait, ça a pour objectif d'extraire des données pertinentes et chiffrées à partir d'un support brut, comme une vidéo ou un texte. Donc en fait, tu fais une expérience. Ton expérience te permet de recueillir un support brut, donc en gros de l'audio, du vidéo, du texte. Et sur la base de ce support brut, tu veux extraire des données utilisables, chiffrées. Et en fait, pour extraire ça, tu dois faire le dépouillement. Et donc pour lui, par exemple, en l'espèce, le dépouillement, c'était quoi ? C'est la scène, elle a été filmée par 3 caméras. Et il veut extraire la position des gens, la position des différents binômes, pour savoir comment ils se sont croisés, à quelle fréquence ils sont rentrés en conflit, où ils ont fait la danse, et quand ils n'ont pas fait la danse, par quel côté ils s'évitent. Est-ce qu'ils s'évitent plutôt du même côté ou d'un autre, tu vois ? Et donc en fait, pour répondre à toutes ces questions, il faut qu'il extrait des données chiffrées. Et donc en fait, en quoi ça consistait le dépouillement pour lui ? C'était, il a dû se remater l'intégralité des vidéos. Et sur chaque image, il doit cliquer sur les 2 épaules des 2 participants pour que la triangulation fonctionne. Donc en gros, concrètement, techniquement, je sais pas trop comment ça marche, mais globalement, il fallait dire à la machine, voilà où se situent les épaules des gens, pour que la machine puisse interpréter où elles sont et dire oui, ils se sont dépassés par la gauche ou par la droite, ou ils sont rentrés dedans. Ok. Et donc concrètement, il avait 8 heures d'enregistrement, soit 480 minutes, à 12 images par seconde. Donc c'est 345 600 images qu'il a dû se taper pour cliquer sur les putains d'épaules des gens. Ouais, mais c'est ça que j'allais te demander. C'est pas un clic et après ça traque les épaules. C'est chaque image. Non, après je pense qu'aujourd'hui, on a des méthodes plus avancées. En 2006, exactement. Why not, mais là, aujourd'hui, c'est abusé, je pense. Mais vas-y. Exactement. Mais en 2006, il se mettait mal, tu vois. Genre, c'est hyper drôle. En 2006, c'était la haisse et tout, genre. Et donc, ouais, pardon. Non, je disais, c'est marrant parce que genre, aujourd'hui, ça nous paraît aberrant de faire ça. Parce qu'on sait bien qu'on peut avoir des logiciels de tracking et tout qui font que ça le fait automatiquement, quoi. Après, il y a aussi... je pense que tu te sens un peu mal quand tu fais ça, mais je pense que tu peux aussi te faire payer les services d'un clicker. Non, mais en vrai moi, j'avais un taf où du coup, vu que c'était des ingés qui travaillaient, les gens, ils étaient pas chauds pour les payer à cliquer. Et donc, du coup, les chefs, ils engageaient des gens, c'était des clickers. Et mais non. Ah oui, c'est des gens du coup que tu peux payer beaucoup moins. Et leur taf, mais ils s'appelaient vraiment les clickers. Ah ouais. Mais non. Et genre, mais c'était quoi l'expérience? Non mais ce métier existe toujours ou pas? Ouais. Non mais typiquement, en gros, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça se fait pas. Mais en gros, typiquement, il y a des images où tu as un objet d'intérêt dans l'image. Et en gros, toi, tu développes un algo qui doit trouver l'objet d'intérêt.
Et en fait, le cliqueur, lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit cliquer sur l'objet d'intérêt. Et après, toi, tu compares les perfos de l'algo avec la réalité. Et la réalité, c'est le cliqueur, quoi. Donc on devait faire appel au service d'un cliqueur parce que juste tu payes pas un ingé quoi à faire ça quoi. Voilà. Un chercheur, oui, apparemment. Mais un chercheur, ok, peut-être. c'était peut-être un stagiaire. Mais... ouais, juste pour clarifier un peu ton propos avant que tu te fasses incendier. En fait, tu considères pas qu'un ingé est un être supérieur, c'est qu'une question de coût, quoi. C'est que vu que l'ingé coûte cher. Oui. Oui, je pensais avoir été très clair. Oui, c'est que l'entité, l'entreprise n'a pas envie de payer un ingé pour faire ça. Voilà. Donc, mais c'est purement. Et du coup, elle paye quelqu'un qui coûte moins cher, quoi. Exactement. Putain, mais mais du coup, en fait, c'est marrant parce que tu vois, ça aussi, je trouve que ça éclaire sur un aspect de la recherche et ça rejoint pas mal de trucs aujourd'hui avec les histoires de reconnaissance d'images ou les histoires d'intelligence artificielle. Ouais. On dit on paye des sous-traitants au Kenya ou je ne sais où pour alimenter les jeux de données qui permettent la création des modèles de langage ou des différents modèles d'IA. En fait, c'est une variante de ce qu'on décrit ici, quoi. C'est en gros, tu as besoin d'alimenter la machine avec des données réelles pour pouvoir comparer la performance de l'algo ou pouvoir entraîner ton algo sur tes données réelles. Et en fait, les données réelles, elles sont souvent produites par des individus qui ont un métier de merde, en gros. Ouais. Oui, c'est rappelle combien de fois il a dû cliquer, le mec ? Lui, c'est que 8 heures d'enregistrement. En plus, c'est pas énorme. Donc, ça fait 480 minutes, 12 images par seconde. Donc, il y a 345 600 images. C'est chaud, quand même. Sachant qu'il devait désigner les 2 épaules de 2 individus. Donc, c'est 345 600 x 6. C'est un peu chaud. Qui est surdoué ici ? Clem le calcul. Oui, x 4, pardon. C'est mort. Je sais pas du tout faire ça rapidement. Ok. Et donc là, en gros, il y a une citation du gars que j'ai kiffé. Il dit « Le dépouillement porte bien son nom. Le dictionnaire Larousse le définit comme l'action de dépouiller quelqu'un de tout ce qu'il possède. En science, on pourrait dire action de dépouiller un doctorant de tout son enthousiasme. À longueur de journée, en pyjama, l'ordinateur posé sur les cuisses, les yeux rouges et l'index douloureux, je cliquais. » Voilà. Trop drôle. Ouais, trop l'image, quoi. Ouais. Donc en plus de se taper les 8 heures là de pré-marché dans le couloir là, il a dépouillé. Tu vois. Toi, Clem, t'as jamais eu à dépouiller, toi ? Si, j'ai fait des trucs, mais beaucoup moins hardcore, quoi. Genre, non, pas du tout à ce niveau-là, quoi. Genre quoi ? Je me rappelle plus très bien. Je crois que j'avais fait un truc où on étudiait... le but du labo, c'était d'étudier comment se formaient les méandres de rivières. Et on avait reproduit... Enfin, ils avaient essayé de recréer en laboratoire une mini... je sais pas comment dire, une mini... rivière, quoi, enfin un truc tout petit, mais en fait déjà il fallait à chaque fois qu'on voulait faire l'expérience, donc faire couler de l'eau dans une rivière qu'on avait tracée dans du sable blanc spécial et tout, et fallait déjà, c'était hyper relou à faire. Mais ça. What the fuck. Et après, Alexa, on prenait des tonnes de photos pendant que l'eau, qu'on faisait couler l'eau et que les méandres, les pseudo-méandres se formaient, et après il fallait toutes les images analyser. Et donc, il fallait, sur chaque image, faire caler une... je me rappelle plus exactement, mais un truc qui permettait de reformer une courbe qui donnait la forme des méandres, quoi. Et donc, en fait, tu tapais... Mais bon, voilà, il n'y en avait pas du tout autant que là. Il y avait une quantité, je dirais... peut-être moins que de l'ordre de la centaine, mais c'était déjà méga relou. Ouais, parce que là, c'est beaucoup plus long que de cliquer. Quoi. Il fallait même méga caler. relou. Bon, j'étais en stage, ça va. Non, mais il faut cliquer sur 100 trucs. Ouais, bon, bref. Peut-être c'était 50, je sais plus, mais bon, oui, c'est du boulot. Tu te dis, tiens, aujourd'hui, ma journée, ça va être juste ça. D'où les cliqueurs. Non, mais tu vois, c'est ouf quand même de se dire que, après, je sais pas quelle proportion des découvertes scientifiques ont genre alors dans leur origine ou ont comme source un traitement de données manuel un traitement de données qui était assez fastidieux et assez manuel. Et en fait, sans ce traitement de données fastidieux et manuel, jamais t'aurais eu une quelconque conclusion ou une quelconque tu vois. Après, juste pour te dire, dans l'ingénierie moderne et la recherche moderne, en général,
le temps que tu passes, c'est du temps pour automatiser le truc. Voilà, donc c'est vrai que c'est les fois où tu te dis je vais cliquer sur 3000 trucs, c'est vraiment le dernier recours, quoi. Normalement, tu passes du mais temps je pour pense automatiser. dans les domaines qu'on connaît plus Alexa et moi, donc genre physique, tu vois, même chimie, maths et tout ça. Mais dans les domaines sciences molles, et je le dis pas du tout au sens négatif, hein, mais là, genre éthologie, je pense, des trucs de sociologie. Ma sœur, elle est dans le domaine de la langue, de la linguistique, où ils font des études et aussi des fois des trucs répétés et tout. Je crois qu'ils font beaucoup de choses à la main. Enfin, beaucoup de trucs de ce type, c'est-à-dire sur la base d'enregistrement, ils se réécoutent les trucs et je sais pas quoi. Alors maintenant, ils commencent à, évidemment, avec les intelligences artificielles et tout ça, ils commencent à intégrer ça, mais en fait, c'est des choses où ils n'ont pas les compétences en interne dans les équipes pour l'instant. Donc, du coup, ils doivent faire des collaborations, mais il faut qu'ils connaissent, qu'ils aient l'idée que ça existe, quoi, comme outil. Donc, j'ai l'impression que ça commence à venir, mais en fait, je pense que pendant longtemps, ils faisaient beaucoup de choses à la main, quoi. Ouais, c'est marrant aussi, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est vrai que du coup, tu sais, on dit oui, c'est important, la pluridisciplinarité, machin. Mais du coup, ce que tu dis, ça appuie un peu ça, de dire que, en fait, aussi d'avoir des équipes pluridisciplinaires, ça permet accessoirement de mieux mener tes recherches ou de créer les outils qui te permettront d'être meilleur dans ton domaine de compétences, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, bah clairement, tu vois tout, hein. Tu vois enfin, t'as des gens, enfin, l'automatisation, c'est un spectre. C'est-à-dire que t'as des gens, ils vont avoir envie de tout automatiser jusqu'à la dernière virgule. Et t'en as, ça les dérange pas d'automatiser le gros du truc, mais après faire à la mano le reste. Voilà, bon, bref. Ok. Ok, donc là, on a pigé, donc il a fait son expérience, puis il a dépouillé, donc là, il a obtenu les données. Et à votre avis, donc c'est quoi les résultats? Est-ce que vous avez une hypothèse? Bah, moi, je me rappelle. Donc en gros, la question, c'est comment les gens se croisent. Donc, à quelle fréquence font-ils la danse des piétons? À quelle fréquence s'évitent-ils de manière fluide? Et s'ils s'évitent de manière fluide, est-ce que c'est toujours du même côté ou est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre? Voilà, c'est ça un peu les questions. Moi, j'aurais tendance à dire que je pense que quand es dans le couloir, je pense qu'il y a toujours une première personne qui va être un peu décentrée par rapport au milieu. Je pars sur une hypothèse, hein, qui va être décentrée par rapport au milieu, soit parce que à la base elle était soit parce qu'à la base elle était décentrée, ou soit juste elle s'est décentrée pour éviter le gars. Et que du coup, donc tu vas te décentrer, mais genre, tu sais, même de 4 cm au début, un tout petit peu. Et l'autre en face, de façon subconsciente, j'aurais dit qu'elle va du coup capter ce décentrement et se dire, bah, du coup, moi, je vais aller de l'autre côté. Et après, l'autre personne va voir que l'autre s'est déporté de l'autre côté et du coup, va encore accentuer son décentrement dans la bonne direction. Et ça va s'auto-nourrir jusqu'à ce que les gens... passent sans aucun problème l'un à côté de l'autre. Tu vois, je tente un truc comme ça. Et du coup, tu dirais que ça a lieu plus souvent, ce côté de croisement fluide. Oui. Et tu sais le quantifier, enfin, en hypothèse, quoi. Moi, j'aurais dit qu'ils font la danse des canards une fois sur 100, quoi. Ok. Non, j'aurais dit que c'est rare ici. En vrai, vous êtes pas mauvais. Mais oui, on est trop chaud. Et moi, je rajouterais... Mais peut-être parce que je m'en souviens, mais je rajouterais que donc ça, croisement fluide fréquent et toujours du même côté, comme s'il y avait une sorte de convention intégrée, tu vois. Genre, tu pars toujours vers, je vais dire, la droite. Ouais. Donc, vous êtes pas mal. Donc, en gros, c'est partiellement vrai. Okay. Donc, moi aussi, je croyais comme... En fait, là où c'est pas vrai, c'est l'aspect... moi, à la base, je pensais comme Alexa, et c'est ce que la plupart des gens disent, c'est que tu te coordonnes à l'aide de signaux comportementaux. Ouais. C'est-à-dire que l'un des deux commence à bouger et l'autre s'adapte et du coup, la fluidité vient de là. Ouais. Et en fait, ça, c'est faux, apparemment. Wow. Donc, en gros, j'allais dire, mais oui, j'avais raison. Tu vois, ça, c'est de la merde. Non, mais après, il y a un autre aspect sur lequel vous aviez raison. Okay. Donc, en gros, les piétons, apparemment, ils se coordonnent pas à l'aide de signaux comportementaux, comme un échange de regards ou un léger mouvement du corps ou du menton. Donc, c'est pas vrai.
la plupart d'entre eux, ils se déplacent de manière automatique sans vraiment se soucier de leur partenaire. Donc en gros, les piétons, ils savent de quel côté ils vont s'éviter avant même d'avoir effectué leur premier pas. Donc il n'y a pas d'hésitation, pas d'échange d'informations, pas de geste explicite. C'est un mouvement instinctif. Okay. Par contre, là où vous avez raison, c'est que effectivement la fréquence de collision est faible. Et là où Clem, toi, tu avais raison, c'est que les gens s'évitent tout le temps souvent du même côté. Et donc en gros, la réponse, c'est 81% des gens s'évitent naturellement par la droite. Ok. Donc ça, c'est la réponse. Après, on va expliquer comment ça marche, etc. Mais du coup, donc dans 81% des échanges, naturellement, les deux personnes sont allées par la droite et se sont dépassées tranquilles. Et donc la question, c'est pourquoi par la droite, pourquoi ils font pas la danse, comment ils font pour se coordonner. Et c'est là où c'est un peu particulier. Et moi, j'ai eu un peu du mal à comprendre. En gros, c'est que le côté préférentiel d'évitement, il apparaît tout seul. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il se trouve que les piétons s'adaptent continuellement au comportement des gens qu'ils croisent. Si l'un d'eux provoque invariablement une collision en essayant la gauche, il commencera petit à petit à éviter par la droite. C'est une capacité cognitive élémentaire, l'apprentissage par renforcement, comme nous partageons avec la plupart des êtres vivants. À l'échelle d'une population, ces ajustements répétés conduisent à l'émergence d'une préférence commune. Un équilibre naturel qui permet à chacun d'être en accord avec tous les autres, une forme remarquable de coordination sans coordinateur. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que globalement, on s'évite un peu aléatoirement, soit par la gauche, soit par la droite. Et genre, petit à petit, il y a un des deux côtés qui va émerger. Et en gros, vu qu'on va de manière random, tu vois. Et en gros, vu qu'après, on va constater que par la gauche ou par la... là, en l'occurrence, c'est par la droite. On va constater que par la droite, on s'évite moins. On va de plus en plus se mettre à utiliser la droite. Et petit à petit, ça va devenir ultra majoritaire. Ouais, c'est hyper intéressant, mais j'étais en train de me demander, remarque à la con, mais du coup en Angleterre, peut-être qu'en fait ils s'évitent par la gauche parce que je sais pas, ils sont plus conditionnés vu qu'ils conduisent à gauche. Pour eux, c'est peut-être ça la norme. Exactement. Franchement, c'est exactement ça. Donc tu vois, si les Français s'évitent par la droite, les Japonais eux préfèrent la gauche. Ah bah voilà. Non, mais c'est trop marrant. En fait, le côté d'évitement, c'est une caractéristique culturelle. Okay. Et en fait, là tu te dis, mais comment il sait ? Là, même chose, on revient à son quotidien stylé. C'est qu'il s'est tapé le visionnage de webcams. Tu sais, il y a des webcams dans le monde qui diffusent la rue. Genre là, tu rentres, il y a des moteurs de recherche. D'ailleurs, à un moment, j'avais passé une nuit de geekage là-dessus. J'ai des nuits endiablées aussi. Normal. Et en fait, t'as des moteurs de recherche, t'as toutes les webcams publiques du monde. Donc tu peux regarder la webcam de Times Square, la webcam de Tokyo Center, je sais pas quoi. Et donc lui, il s'est tapé les webcams et il a vu qu'en fait, le côté d'évitement, c'est pas le même. Et il dit, par exemple, il suffit, par exemple, de se brancher sur celle de Times Square à New York et d'analyser quelques heures de vidéo. Donc lui, il a passé quelques jours à faire ça et il a remarqué qu'effectivement, en fonction du pays, c'est pas le même. Et Alexa, c'est là où t'étais chaud. C'est effectivement, genre il y a un événement. Donc ce qu'on a dit, c'est que c'est un peu aléatoire, on décide de s'éviter soit par la gauche, soit par la droite, et qu'après, ça se renforce. Mais qu'en fait, cet aléatoire, il peut être affecté par un événement extérieur, notamment le code de la route. Tu vois. Et donc, les gens qui conduisent d'un côté, ils auront plutôt tendance à s'éviter par ce côté-là. Au Japon, je viens même de vérifier, au Japon, ils conduisent à gauche, du coup, ça fait sens avec... tu vois, ça fait sens. Ouais. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est... les gens qui conduisent d'un côté auront plutôt tendance à essayer de s'éviter par là, augmentant ainsi les chances que les piétons développent un comportement calqué sur celui des automobilistes. Donc du coup, il y a une corrélation assez forte, mais imparfaite, entre le code de la route et ce qu'il appelle le code du trottoir. Tu vois. Le fameux. Mais tu vois, est-ce qu'on est d'accord quand même que si dans le couloir, tu as un mec de base qui est à droite et l'autre qui est de base qui est à gauche, et donc en gros, juste s'il continue tout droit, l'évitement se fera par la gauche. Est-ce qu'on est d'accord que juste ça se fera par la gauche? Ça le fait, mais est-ce que ça t'est pas déjà arrivé et tu te sens un peu mal à l'aise en fait? Oui, moi je me sens mal à l'aise, je suis d'accord. Il y a un truc on sent que c'est chelou. On sent que c'est pas naturel. Ouais. T'as presque envie de faire on switch. Je suis d'accord. C'est comme les bails de côté du lit. C'est ça.
Exactement. C'est juste, tu sens que genre c'est pas ton truc. Non mais ouais, j'hésitais à le dire parce que je pensais que j'étais chelou. T'étais le seul. Mais oui, ça a fait chelou de passer Ça par la fait gauche. chelou. Ouais. Ok, c'est marrant. Et je trouve que ça fait chelou et presque, tu sais, t'as l'impression que ça va pas marcher. Enfin, je sais pas, tu te dis, on va Oui, se rater. c'est ça que je sous-entendais pas, ça fait chelou. Ok. À tout moment, tu t'attends à te prendre la personne dans la gueule, quoi. Donc voilà, donc là on a vu les résultats de la première expérience de Mehdi, qui était palpitante et qui nous a permis de savoir que les piétons ils s'évitent naturellement par un côté, que ce côté-là est déterminé aléatoirement et influencé par des aspects culturels. Et là on arrive sur un autre truc un autre aspect assez intéressant du travail de recherche, c'est la publication. Tu sais, genre, on lit souvent, on écoute souvent, enfin, moi, encore une fois, j'ai pas fait de recherche, mais j'ai souvent lu, telle publication de tel chercheur, ou, en gros, que les chercheurs, ils ont des enjeux de publication de leur recherche. Et donc, tu vois, là, lui, c'est sa première expérience, et son directeur de thèse, il lui dit, quel journal tu vises pour ton papier, tu vois. Et donc là, il explique, et moi, je trouvais ça intéressant, il explique c'est quoi un papier. Donc en fait, un papier, c'est une publication scientifique qui prend la forme d'un rapport d'une 15aine de pages en moyenne. Déjà, moi, je savais pas que ça faisait juste 15 pages, je croyais que c'était un peu plus long. Mais c'est une moyenne. Où l'auteur, il décrit dans le moindre détail tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a découvert. Et en fait, le but, c'est de partager ces nouvelles connaissances avec les autres chercheurs pour produire un savoir collectif. Donc en gros, c'est des publications qui sont pleines d'équations et pleines de jargon technique et qui sont pas destinées au grand public, qui sont plus destinées aux autres chercheurs. Vous avez fait des papiers Non, mais en fait, c'est plus que... Parce que, moi, du coup, je suis ingénieur, donc je suis pas chercheur, je fais pas des papiers. Mais du coup, assez souvent, mais tu sais, même en tapant dans Google, je sais pas, tu te poses une question à la con, c'est quoi la formule pour faire ça, ou ça, comment ça marche. Et souvent, tu vas tomber sur des PDF de papier. Et souvent, ça te saoule parce que justement, il y a plein d'équations parce que ça demande beaucoup de concentration à lire, parce que c'est pas vulgarisé. Et t'en tires pas souvent quelque chose, mais si, souvent, souvent t'arrives à en tirer quelque chose. Oui, et comme tu dis, ça fait une 15aine de pages. En général, c'est la conclusion là, qui est la plus intéressante. Non, en général, le plus intéressant, c'est le résumé là au début. Et l'intro où il pose la problématique, en fait. Après, tout le reste, souvent, si t'es pas dans le domaine, c'est difficile à comprendre. Moi, pareil, j'ai jamais publié, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais j'ai beaucoup fait de veille scientifique, donc des Google Scholar et tous les endroits où tu trouves des papiers scientifiques publiés open, quoi, parce qu'il y en a, il faut être abonné aux journaux pour pouvoir les lire ou je sais pas quoi. Et du coup, moi aussi, je m'en suis tapé un certain nombre. Ouais, en fait, je cherchais un exemple pour l'illustrer, mais tu sais, typiquement, l'œil humain, je ne sais pas si schématiquement vous êtes au courant, mais en gros, on a 3 types de détecteurs. On a rouge, vert et bleu. Et donc, imagine, tu fais de la recherche sur les chiens. Les chiens, ils en ont que 2, tu vois, typiquement. Et donc, si tu fais de la recherche sur les chiens, tu as envie de savoir comment ils perçoivent les couleurs, à quelle longueur d'onde ils sont sensibles. Donc, si tu prends l'arc-en-ciel, c'est quoi les longueurs d'onde qui vont avoir le plus d'impact sur eux. Typiquement, tu vas faire tes expériences et dans la conclusion, dans la synthèse, tu vas donner aux autres chercheurs, tu vas donner au monde la courbe du coup, de sensibilité du chien. C'est pour ça que je disais que c'est la conclusion souvent qui est intéressante. Et donc oui, en gros, quand tu te poses des questions et que tu trouves le PDF sur Google, en général, si le travail de recherche a été bien fait, tu as la réponse à la question à laquelle tu te posais, quoi. Yes, et du coup, ce que tu disais aussi, Clem, c'est intéressant parce que voilà, donc lui, en gros, son directeur de thèse lui demande ok, quel journal tu vises pour ton papier. Il nous explique c'est quoi un papier, et en gros, il nous explique qu'il a essuyé pas mal de refus pour essayer de publier son papier parce que déjà, lui, c'était son premier. Donc en fait, ces refus aussi, ça lui apprend. Enfin, en général, il y a certains refus qui sont un peu plus explicites que d'autres, et du coup, ça lui a permis d'améliorer son papier.
Et il a mis 1 an à faire publier son papier dans une revue convenable. Et ça, c'est un truc que je savais pas, c'est qu'il a dû payer $2 400. Ah ouais, non, et je savais donc, pas. Moi. Ah ouais, ouais, bah moi non plus. Mais en plus, tu le dis, mais je m'étais jamais vraiment fait à cette idée. Enfin, je viens de le réaliser. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu rédiges ton papier, tu dois trouver un journal. Ouais. Et au début, tu cherches dans les prestigieux. Et après, si tu te fais recaler, tu vas dans les moins en moins prestigieux. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Ouais, je savais pas ça. Ou ouais, voilà. Et tu dois payer en plus, tu dis, toi. Ouais, et donc c'est un autre aspect, je trouve, du travail de recherche que je connaissais pas. C'est un peu le modèle économique derrière. Et en gros, la science, elle est construite sur un modèle économique improbable où donc ça, beaucoup de choses tournent autour du papier et de la publication d'un papier. Et en fait, ces papiers doivent être publiés dans un journal. Et en fait, les chercheurs, ils payent le journal pour y publier leurs travaux. Et les lecteurs, ils payent le journal pour accéder à son contenu. Donc c'est ce que tu disais, Clem, tu disais oui, il faut payer des plateformes, genre Elsevier, c'est le plus connu. C'est un acteur français d'ailleurs, il me semble. Ouais, et donc en gros, tout le monde donne de l'argent aux revues scientifiques. C'est des deux côtés. C'est les chercheurs et les lecteurs. Ils se mettent trop bien. Donc en gros, eux, leur boulot, c'est du travail d'analyse, de review, de revue de la qualité du travail et de publication. Et après, aujourd'hui, il y a des plateformes ouvertes qui sont en train de s'ouvrir. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que je pense que c'est assez complexe. Mais en tout cas, à la base, c'est un système où lecteurs et producteurs de savoir donnent de l'argent aux revues scientifiques. Et toi, tu dis, ouais, l'ordre de grandeur, là, tu disais 2400. Hein. Bah, je sais pas si c'est. Non, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. C'est ça. Bah, je sais pas si on peut généraliser, mais en tout cas, lui, il dit que c'était 2400 son truc. D'accord. Ok, c'est intéressant. Après, peut-être, tu sais, plus t'es prestigieux, plus tu dois payer. Enfin, j'en sais rien. Ouais. Donc voilà. Donc là, on va passer à l'expérience 2. donc là, il a kiffé sur sa première expérience. Il s'est dit, allez, je continue, tu vois. Il a pas lâché l'affaire. Il s'est pas dit, je reviens en licence d'info, tu vois. Et donc là, il s'est dit, ok, j'ai fait une première étape, mais je vais essayer d'élargir mes recherches à. Donc lui, son sujet d'étude, c'est le comportement des foules, le comportement humain. Et donc lui, il va essayer d'élargir ses recherches à des foules plus grandes, parce que là, du coup, il a fait des foules de 2, tu vois. Donc comment les gens se croisent. Et donc pour ce second projet, il va étudier comment se croisent non pas 2 piétons, mais 2 flux de piétons. Donc en gros, comme dans une rue commerçante, tu vois. Putain, il va devoir cliquer là. Là, il va cliquer sec. J'espère qu'il a réussi à trouver des algos de reconnaissance ou je sais pas. Et c'est là où on rentre sur un autre aspect aussi de la démarche scientifique que j'avais pas non plus entièrement intégré, c'est la modélisation théorique. Tu vois. Et donc en gros, en 95, t'as un chercheur nommé Dirk Helbing qui a démontré à l'aide de simulations numériques, donc en gros c'est sur un ordi, que 2 flux opposés de piétons pouvaient naturellement s'organiser en plusieurs voies de déplacement. Donc en gros, c'était comment ça se matérialise une simulation théorique? C'est en gros des points blancs sur un fond noir, quoi. Donc en gros, ces piétons, c'était les points blancs, le fond noir, c'est la rue, et il a balancé des équations, il a fait bouger les points blancs, et il a constaté que par rapport à ces hypothèses, que les points blancs, même s'ils étaient placés aléatoirement sur le fond noir, ils s'organisaient au bout d'un certain temps en 2 flux. Ok. Donc d'après son étude théorique, cette organisation, ça permet d'optimiser le trafic piétonnier sans qu'aucune intervention extérieure soit nécessaire. Donc en gros, que la foule s'auto-organisait. Donc ça, c'est la modélisation théorique. Et lui, Mehdi, notre ami Mehdi, il va se dire, je vais essayer d'observer ça en milieu naturel. Et donc, le milieu naturel du piéton, c'est quoi? C'est la ville. Et donc, il se place sur un balcon qui surplombe une rue commerçante bondée. Donc, c'est la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. C'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'à Antony, clairement, on a une rue où si tu... Enfin, t'as un sens de circulation macro, par trottoir. Et clairement, si tu commences à aller dans l'autre sens sur le trottoir en question, tu casses un peu les couilles. Donc, mais je pense que c'est ça que mais là, c'est un truc sans trottoir, là. Là, c'est vraiment, c'est une rue piétonne, quoi.
Ouais, c'est une rue piétonne. C'est une rue piétonne, donc il n'y a mais pas je- les voitures au milieu, donc il n'y a même pas la pré-organisation dont tu parles. Ok. Ça pourrait être n'importe quoi, et en fait... ok. Ouais. Mais effectivement, genre, en gros, ce que tu dis, Alexa, ça s'observe en milieu naturel. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est donc il a foutu sa caméra sur un balcon au-dessus d'une rue piétonne. Donc là, c'est la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. On peut prendre la rue Montorgueil à Paris, qui est assez blindée aussi. Mais il y en a partout dans les villes de France parce qu'on a des villes stylées qui sont piétonnes, tu vois, qui sont plutôt piéton-friendly. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est confronté à l'épineux problème du trafic bidirectionnel, la foule se structure en deux voies. Tous les gens allant dans un sens occupaient une moitié de la rue, laissant l'autre moitié à ceux qui se déplaçaient dans le sens opposé. Bah ouais. Une sorte d'autoroute de piétons. Cette organisation très efficace permettrait de réduire les manœuvres d'évitement et d'améliorer la qualité de circulation. Par ailleurs, chaque flux occupait la moitié droite de la rue, Oui. relativement au sens de marche. Donc c'était tout à fait cohérent avec la précédente découverte. Les piétons s'évitent par la droite, et cette préférence entraîne la formation d'autoroutes de ce même côté. Une mécanique simple et efficace. Donc en gros, ce qui est ouf, donc ça c'est l'observation. Donc en gros, il y a notre ami Dirk qui a fait des simulations, qui a dit la manière optimale d'optimiser le trafic, c'est qu'il y ait deux flux. Et normalement, cette organisation devrait apparaître spontanément. Notre ami Mehdi, il a foutu une caméra, il a observé que c'était vrai. Et en fait, ce qui est ouf, c'est le côté spontané et inconscient du truc, tu vois. Personne ne cherche. Quand tu te balades dans la rue, tu dis pas oui, je vais former des autoroutes de manière à optimiser mon déplacement, tu vois. C'est vrai. Donc en fait, c'est chacun, il se concentre sur ses propres motivations de manière à satisfaire son intérêt immédiat. Et l'organisation collective, c'est qu'un effet secondaire, tu vois. Donc, c'est un effet secondaire non planifié du comportement d'évitement des piétons. Okay. Donc en gros, c'est un peu la main invisible du marché, tu vois. Qui en l'occurrence fonctionne, tu vois, pour cet aspect-là, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut noter des similarités avec les insectes sociaux. Et donc là, il nous décrit un peu l'exemple des fourmis légionnaires, qui sont apparemment elles aussi championnes du trafic bidirectionnel. Parce qu'on le rappelle, dans son labo, il y a plein de gens chelous qui étudient plein d'animaux. Donc lui, il a étudié les piétons à la pause déj, il a parlé à son pote, son pote qui lui étudiait les insectes. Et il lui a dit, c'est marrant parce que les fourmis légionnaires, c'est la même chose. Donc en gros, le long de leur colonne de chasse, les individus, ils font des allers-retours incessants entre leur nid et leur source de nourriture environnante. Et en gros, il y a une étude en 2003 qui a montré que le flux de fourmis, ils sont très efficacement organisés sur leur piste. Donc en gros, celles qui quittent le nid, elles se déplacent sur les côtés, tandis que celles qui rentrent chargées des proies, elles occupent la partie centrale. Donc en gros, les fourmis de légionnaires aussi, elles forment leurs propres autoroutes. Celles qui sont au départ du nid, elles se mettent de côté, et celles qui rentrent avec la bouffe, elles se mettent au milieu. Donc c'est une organisation en 3 voies qui permet d'éviter les embouteillages, tout en protégeant les porteuses de nourriture contre les pillards qui seraient tentés de leur faucher leur casse-croûte. Ouais, bah après, je sais pas s'il faut qu'elles soient légionnaires, les fourmis, mais je me souviens, c'était... moi, j'allais en Grèce chaque été, et chaque été, elles étaient là. C'est-à-dire, tu avais un terrain de jeu pour les enfants, un peu dans la campagne, et tu avais... c'était là chaque été, une espèce de méga fourmilière, tu vois, c'était un trou, mais un truc gigantesque. Et tu avais des autoroutes, tu sais, 7 ou 8 autoroutes qui partaient du trou. Et autoroute, en fait, c'est juste qu'elles ont viré les petites brindilles et les petits trucs qui font chier pour marcher. Donc, en gros, il reste que de la terre. Et bah oui, clairement, il y avait deux sens de circulation. C'est-à-dire qu'elles faisaient pas nimp, quoi. C'est-à-dire que tu y avais... alors, je sais plus si c'était comme tu disais en sandwich ou si c'était d'un côté les unes et de l'autre côté les autres. Mais il n'y avait pas besoin qu'elles soient légionnaires. Ouais. Moi, je te dis, mes fourmis, elles faisaient ça aussi. Ouais, exactement. Bon, on va reparler des fourmis après, tu vois. Ok, donc là, on dit, voilà, le gars, il voulait élargir, il voulait prendre des groupes plus gros. Donc plutôt que de prendre 2 piétons, il a pris 2 flux de piétons. Il y avait un modèle théorique qui préexistait, qui était de dire qu'en modélisation, il semble que c'est ça qui va se passer. Il a mis une caméra, il a observé en milieu naturel que ce modèle théorique était valide. Et la 3e étape, il va faire une expérience en labo, okay, pour essayer de reproduire le modèle théorique. Et en fait, c'est la même chose. C'est un autre aspect du travail de recherche que moi, je n'avais pas conscientisé. En fait, là, il se dit, OK, j'ai constaté que des autoroutes se forment un peu naturellement. Je veux savoir comment elles se forment exactement.
et c'est quoi les facteurs susceptibles d'influencer la formation de ces routes. Et ça, on va souvent voir ça, en fait, un truc de j'observe un truc, je veux voir comment ça se réalise et c'est quoi les facteurs qui influencent. Ok, et donc, déjà, à votre avis, donc là, il se dit, je vais recréer en laboratoire 2 flux de piétons. À votre avis, bon, c'est un peu une colle, mais voilà, comment il fait pour pas avoir à construire un couloir de 200 mètres, tu vois? Parce que les chercheurs, normalement, ils ont pas la masse de bif. Donc, il veut reproduire un peu comme une rue commerçante. Il faut qu'elle soit assez longue quand même pour pouvoir observer le truc. Mais il n'a pas la thune pour faire un couloir de 200 mètres, ou même de 100 mètres. Il fait avec des enfants, ils sont plus petits. Non, mais il fait des allers-retours, non, ça marche pas. Mais il le fait vraiment, quoi. Il fait pas. Comment dire, il fait pas une modélisation. Non, mais il se remet pas dans la rue Montorgueil ou machin. Non, c'est en labo. Ah ouais, donc non, en gros, imagine le bâtiment de ton entreprise. Tu as une grande salle, tu veux reproduire un peu ce truc-là pour observer des trucs et faire varier les... Je sais pas comment il fait. Putain, j'ai envie de trouver. Non, en vrai, quand tu as la réponse, tu te dis c'est facile, mais... évident, c'est ça. Non, vas-y. Donc en gros, plutôt que d'utiliser un tube rectiligne, tu vois, un truc long, il va faire un anneau circulaire, en fait. Ah putain, j'y étais presque. J'ai failli. Donc c'est juste ça, tu vois. Donc plutôt que de faire un couloir ouvert qui a un début et une fin, il va juste faire un donut qui n'a pas de début et de fin, et du coup ça permet de faire un truc long, quoi. Parce que du coup, les gens ils tournent en rond, quoi, comme si exactement. Marchaient longtemps. Donc en gros, en faisant marcher, il va utiliser un anneau circulaire, et en faisant marcher un groupe de participants dans un sens et un autre en sens inverse, il peut créer un trafic bidirectionnel ininterrompu. Okay. Et lui, son objectif, c'est de créer un trafic bidirectionnel ininterrompu. Okay. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a eu l'idée en s'inspirant de l'accélérateur du particule, tu sais. C'est un truc qui a rien à voir, tu vois. Mais et oui, du coup, il fait un long chemin pendant hyper longtemps. Exactement. Je vais faire pareil. Et donc en gros, il crée son tube, là, son espèce d'anneau géant. Phase 1, il va mettre en place son expérience. Donc en gros, il chope 60 participants équipés de capteurs. Il les place un peu aléatoirement dans le tube, tu vois. Et il demande à la moitié d'entre eux de marcher dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre moitié de marcher dans le sens opposé. Ouais. Normal. Ok. Et là, au début de l'expérience, donc il mélange les participants dans le couloir et il dit en place, prêt, marcher, tu vois. Donc ça, il le garde de sa première expérience. Il retrouve ça. Donc il dit en place, prêt, marcher. Et donc ce qu'il observe, c'est que, donc tu vois, ce qu'on disait, c'est qu'il voulait comprendre comment ces autoroutes se forment, en fait. Et le problème, c'est que dans la rue, t'aurais pu le faire si tu pars le matin, tu vois, où il n'y a pas grand monde et tu vois comment ça se forme. Ah oui, il faut un top départ. Exactement. C'est ça qui lui manque. Et il dit les premiers instants sont plutôt chaotiques. Les participants se gênent et ils essaient tant bien que mal de se frayer un chemin, tu vois, dans le sens qu'on leur a attribué. Et ils sont là genre « Ah, pardon, excusez-moi, poussez-vous un peu », ils se galèrent. Puis progressivement, il y a des grappes de piétons qui vont dans la même direction qui se forment, donc des petits groupes qui vont dans la même direction. Et au bout d'une trentaine de secondes précisément, il y a une transition soudaine qui s'opère, les grappes, elles fusionnent, et l'instant d'après, une autoroute de piétons émerge. Mais non. Toujours 30 secondes, quoi. Ouais, trentaine de secondes avant. Et là, chaque flux occupe une moitié de la largeur du couloir. L'ordre venait de l'emporter sur le désordre. C'est trop marrant. C'est marrant. Donc, genre, à quel point c'est spontané, quoi. Enfin, c'est trop marrant. C'est vraiment... ça doit être ouf à observer, tu vois, parce que... Ouais, c'est ouf. Et en plus, tu sais, il le refait plusieurs fois, tu vois. Oui, parce que, c'est ça, j'imagine. Dans les expériences, t'as toujours un enjeu de reproductibilité, tu vois. Ouais, carrément. Mais surtout que là, le truc qui va être après intéressant, après c'est peut-être moi qui suis un connard, mais en fait là tu as envie déjà de le modéliser mathématiquement et de le voir sur ton PC, et tu as envie aussi de corriger ton modèle mathématique par rapport à ce que tu as observé dans la réalité. C'est-à-dire que tu as le flux dans la réalité et tu fais « Ah ouais, c'est pas tout à fait ça qu'il y a dans mon modèle mathématique, c'est pas tout à fait ça qu'il y a sur mon PC. Qu'est-ce que j'ai oublié comme variable? Est-ce que je devrais rajouter ça, machin ?» Et là, à un moment, ça fait tac, et tu vois, tu as toutes les bonnes équations, et ton modèle sur le PC, ça reproduit exactement ce que tu as vu à la caméra. Et là, tu es trop content. Mais il y a peut-être que moi. Il y a peut-être que toi.
Ok, donc là, on en était à... Ok, il les place aléatoirement dans le couloir, il leur dit, il y en a qui vont à gauche, enfin, les autres qui vont dans un sens, les autres qui vont dans l'autre. Top, partez. Ils se galèrent pendant 30 secondes, dansent des piétons, pardon, désolé, machin. Au bout de 30 secondes, les autoroutes se forment. Et là, il laisse tourner l'expérience, tu vois, ça continue, il continue à marcher. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe après ? Moi, j'aurais dit que ça continue à l'infini, non ? Ouais, moi aussi, j'aurais dit que ça continue. Les autoroutes, une fois qu'elles sont formées, quoi. Ok. En fait, ce qui se passe après, c'est qu'il y a rupture de l'harmonie collective. Mais non. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Rupture de l'harmonie collective. Donc, en gros, au bout d'un moment, il y a un participant qui va vouloir marcher plus vite que les autres. Et donc, t'as le piéton rebelle. Il quitte soudainement sa voie pour doubler ses prédécesseurs. Et il va se retrouver nez à nez avec le flux opposé. Et après, tu as une indescriptible réaction en chaîne qui aboutit quelques instants plus tard à un état de désordre total qui perdure jusqu'à la fin du temps imparti. Ah ouais ? Après, il n'y a pas... Parce que tu pourrais dire, vas-y, ça refout le bordel, mais comme au début, et finalement, ils finissent par retrouver le... Ouais, après, il y a un temps imparti quand même. Oui, exactement. Bon, parce que t'as raison. En fait, ils finissent par retrouver. Oui, effectivement, ils finissent par retrouver. Mais 4 heures après, ils vont le retrouver quand même. Bah non, parce que ça se met en 30 secondes. Ça se fait en 30 secondes au début. Donc tu pourrais te dire, en gros, ça refout le bordel pendant 30 secondes. Et puis après, hop, ils retrouvent le... D'accord, mais 100 ans après... Oui, exactement. Non, mais c'est à peu près ça, Clem. En gros, ce qui se passe, c'est que donc en gros, le temps imparti, disons, c'est 3 minutes. Parce que tu sais, ils veulent refaire plein de fois le truc. D'accord, ok. Et donc, au bout de 30 secondes, donc au début, c'est instable. Au bout de 30 secondes, stabilité, flux bidirectionnel. Et au bout d'un certain temps qu'il a pas décrit, piéton rebelle qui n'est pas satisfait de la rapidité des gens en face de lui, qui veut être plus rapide. Bim, instabilité à nouveau. Et après, restabilité jusqu'à l'infini. Et donc, en gros, quelle est la conclusion de cette étude ? C'est que on a mis en évidence une importante caractéristique du flux pétionnier, c'est que c'est des flux instables. Donc en gros, et du coup c'est là où on rejoint les simulations numériques. Donc ils ont fait des simulations numériques et ils ont identifié que l'instabilité en fait ça vient des différences de vitesse de marche. Okay. Et donc et en quoi les simulations numériques sont intéressantes, c'est que dans les simulations numériques c'est beaucoup plus facile de faire de modifier les variables. Ouais. Et donc, en fait, ils ont fait des simulations numériques où ils ont mis des individus qui vont tous exactement à la même allure. Et en fait, quand tu fais une simulation numérique où des individus vont tous à la même allure, l'autoroute, elle émerge et elle se maintient indéfiniment. Ah, ok. Par contre, dans une foule mixte où tu mêles piéton pressé et piéton lent, la foule va se désagréger et se reformer périodiquement. Ok. Et en fait, dans la vraie vie, c'est une foule composée de piétons pressés et lents. Et du coup, c'est instable. Ouais, ok. C'est un flux bidirectionnel qui se forme, qui se déforme, qui se reforme, qui se déforme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est parce que le rythme de marche, il est toujours donné par les plus lents. En fait, quand tu as un mec plus lent devant toi, tu es obligé de suivre son rythme. Et en fait, ça va frustrer les gens plus rapides qui restent coincés derrière. Et qu'est-ce que fait quelqu'un de frustré ? Il va doubler. Et en fait, quand tu doubles, c'est une réaction en chaîne. C'est ce qu'il appelle le petit battement d'aile de papillon, qui va entraîner l'écroulement de l'ordre collectif. Et autrement dit, en fait, si on reformule encore une fois, en voulant aller plus vite, les doubleurs, ils ralentissent l'ensemble du groupe. C'est un effet papillon qui est une signature de certains systèmes physiques. Et un autre endroit où cet effet papillon est omniprésent, par exemple, c'est les phénomènes atmosphériques. Où tu as des toutes petites perturbations minuscules qui se propagent de proche en proche pour ébranler tout le système. Donc apparemment, ça se passe aussi comme ça dans des phénomènes atmosphériques. Moi, j'ai vu les embouteillages, c'est sur l'autoroute. Ça me fait penser à ça, en fait. Ouais, exactement. Et même chose dans les histoires de grains de sable ou d'avalanche. Tu vois, tu as un tout petit truc qui peut rompre tout un équilibre. Voilà, donc ça, c'était l'expérience 2. Donc l'expérience 2 où on est parti d'une modélisation théorique, on a observé un milieu naturel, on a reproduit en labo et on a tiré des conclusions. Et donc là, ça nous permet d'aborder une troisième partie qui est les modèles théoriques. Donc là, on a brièvement évoqué un modèle théorique physique.
où on a dit ok. Et en fait, là, il évoque un peu l'histoire. Donc, en fait, il appelle sa discipline, il appelle ça la fouloscopie, d'où le titre du bouquin. Donc, l'étude du comportement des foules. Après, je pense pas que ce soit un vrai nom, quoi, mais lui, il appelle ça comme ça. Et en gros, il détaille un peu le cheminement théorique des modèles de fouloscopie. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que dans les années 50, t'as urbanisation croissante, tu vois. Donc, t'as de plus en plus de villes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a de plus en plus d'études sur les habitudes de marche des gens. Parce qu'en fait, les études des piétons, ça a émergé avec l'apparition des villes. Parce que avant que tu aies des villes, t'avais pas des endroits à forte densité de population. En fait, ce qui caractérise une ville, c'est que c'est un endroit à forte densité de population. Et en fait, si t'as pas forte densité de population, c'est pas super intéressant d'étudier comment les gens marchent. Tu vois. Et donc, dans les années 50, il y a de plus en plus de villes qui apparaissent, donc ils commencent à un peu vite fait étudier les habitudes de marche des piétons. Mais c'est pardon, mais du coup, ils commencent à étudier ça parce que, un peu par curiosité et tout, ou parce qu'il y a, je sais pas, tu sais, des enjeux justement d'urbanisme derrière, de comment il faudrait construire tel truc, le nombre de rues, la taille des rues, enfin, est-ce qu'il y a des trucs comme ça ou... Des gens qui commandent des études, quoi. Ouais, effectivement, je pense que t'as les trucs comme ça, t'as les deux. T'as genre un aspect juste curiosité et t'as un aspect... utile, pour répondre à une problématique réelle, quoi. Et donc en gros, au début, dans les années 50, il commence à observer le truc et il commence à choper quelques connaissances, notamment par exemple le fait qu'une foule se déplace plus lentement à mesure qu'elle se densifie, tu vois. Conclusion de génie, tu vois. Mais ça, je m'y attendais un petit peu. Ça, tu vois, mais voilà, on observe ça, mais on n'a pas de cadre théorique, tu vois. On sait pas pourquoi, on n'a pas d'aspect de modélisation, on sait pas l'expliquer. Après, dans les années 70, t'as un ingénieur australien qui s'appelle Leroy Henderson, qui remarque qu'une foule qui marche dans une rue, elle ressemble un peu à un liquide qui s'écoule le long d'un tuyau. Ok, et donc là, il a l'idée de décrire les flux de piétons à l'aide de la mécanique des fluides. Donc en gros, un déplacement lent, ça s'apparenterait à un liquide visqueux, tandis qu'une foule agitée serait un liquide en ébullition. Et en fait, c'est quoi l'avantage de cette analogie ? C'est que ça permet de modéliser le comportement des gens en utilisant les équations de la mécanique des fluides. Ouais, je casse les couilles avec mon autoroute, mais j'avais entendu parler aussi ça sur l'autoroute, que justement les gens ils modélisaient les embouteillages avec la mécanique des fluides. Ouais. Yes. Ouais. Ben voilà, exactement. Donc en fait, c'est un premier effort de modélisation. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il est je suis content. Il est tout fier. Il est tout fier de son truc. Donc c'est un premier effort de modélisation du machin. Il a fait un petit regard de merde et tout. On se dit, ok, les piétons et une foule qui marche, ça ressemble à un liquide. Ok. Donc ce modèle, il va faire référence et il va être utilisé pendant une vingtaine d'années, donc des années 70 jusqu'aux années 90, jusqu'à l'arrivée d'un jeune chercheur, donc c'est notre fameux Dirk Helbing, qui lui, il n'est pas satisfait par cette analogie. Il se dit, ok, c'est une analogie élégante, mais elle a d'importantes limites. Oui, à votre avis, les mecs sont vivants, quoi. Donc c'est comment dire c'est pas des molécules de fluide. C'est pas des molécules. Enfin, molécules, même je sais même pas. Enfin, bref, ouais, effectivement. Donc ça, c'est une limite importante, mais par exemple, en fait, pour mieux décrire la limite, en fait, on dit qu'un modèle théorique a une limite quand on n'arrive pas à décrire quelque chose d'observable, quelque chose qu'on observe avec ce modèle théorique. Ouais. Et donc, à votre avis, quel est le comportement des piétons qu'on observe dans la vraie vie qui n'est pas similaire à celui d'un fluide ? Non, mais là, la danse des piétons. Non, mais là, typiquement, tu disais s'il y a des mecs qui font chier et qui essaient de dépasser les autres. Les piétons rebelles. Ouais, peut-être c'est naïf, mais je me dis dans un liquide. Tu pourrais retrouver parce qu'en fait, tu peux avoir des vitesses différentes. Voilà, je dis c'est peut-être un peu naïf, mais bon, tu peux te dire. Ouais. Voilà. Bon, en gros, c'est pas ça. Attends, on peut essayer de deviner ou pas ? Genre, c'est quoi ? Ouais, c'est un truc dont on a déjà parlé ou c'est d'autres comportements ? C'est un truc dont on a déjà parlé très récemment. Très récemment. Attends, mais on a fait que 2 expériences, quoi. On a fait que 2 problématiques. Non, mais très récemment, c'était les gens qui cassaient les couilles en allant plus vite, quoi, non ? Ouais, je sais pas.
Vas-y. C'était l'instabilité de la... Ouais. De la Ouais, truc mais du coup, cette expérience, on étudiait quoi dans cette expérience? On étudiait le croisement des foules de piétons. Voilà. Donc, Le en croisement. quoi le croisement des foules, ça marche pas avec les fluides? Les fluides se croisent, ils font pas du tout de chemin, ils se mélangent. Voilà. Donc, en C'est ça gros, la limite Ah de, oui, d'accord. la limite de Oui, la, c'est évident. du modèle des Mm. piétons fluides, on va dire, c'est les flux bidirectionnels. Mm. En gros, quand on voit deux jets d'eau en sens opposé, ils forment pas deux autoroutes parfaites, tu vois, ça marche pas. Donc en Ah, fait, c'est- c'est pas Ah un ouais Ils font quoi alors? Non, mais je suis vénère parce que c'est évident. Et j'y ai pas pensé, donc j'ai trop le seum. Mais bon, vas-y, je continue. Voilà, donc en gros, quand on voit deux jets d'eau en sens opposé dans un tuyau fermé, Ouais. bah en fait, ça fout le bordel et à un moment, ça pète, tu vois. Ok. Oui, non, mais juste, même peut-être juste il s'arrête au milieu, quoi. Oui, ça arrête, je sais pas, mais je pense que ça fait un truc Ouais, ça fait un bail chelou. turbulent, juste, ça quoi. fait- Ça ça fait fait- un bail turbulent enfin, ça fait et zéro, puis ça quoi. fait augmenter la pression et ça pète, quoi, en gros. Exactement. Ça fait un bail obscur qui ne correspond pas à deux autoroutes stylées qui se forment et qui se déforment. Et du coup, donc Dirk, il a dit, ok, c'est sympa le truc des piétons fluides, mais quid des flux bidirectionnels, tu vois. Et du coup, il s'est dit, ok, mais comment résoudre cette quadrature du cercle? Il s'est dit, plutôt que de voir la foule comme un liquide, donc lui, il dit, c'est bien une analogie physique parce que ça te permet d'utiliser des équations. Mais du coup, on va essayer de pousser l'analogie physique encore plus loin. On va dire, pourquoi ne pas considérer les piétons plutôt que comme un liquide, mais comme des particules? Il dit, ça va offrir plus de flexibilité, mais on reste dans un cadre mathématique éprouvé, celui de la mécanique newtonienne. Tu vois. Et donc, il a publié son truc en 1995, et on appelle ça le modèle du piéton-particule. Et donc, le modèle du piéton-particule, ça a eu un énorme succès. C'est un truc de malade chez les fouloscopes. Le pipi. Le piéton-particule, ils ont trop kiffé. Ouais, le pipi, ils sont là, ouais, Dirk, c'est le roi. Genre, Dirk déjà, c'est devenu une star. Et en fait, l'avantage du modèle du piéton-particule, c'est que ça reproduisait la plupart des comportements connus, comme par exemple les mouvements de panique, les bousculades mortelles. On va en parler plus tard, les bousculades mortelles. Et il est toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui dans pas mal de simulateurs commerciaux et dans la majorité des publications scientifiques sur le sujet. Donc en gros, dans l'étude du comportement des foules et du déplacement des masses, le modèle du piéton-particule, c'est un truc qui fait référence. Ok. Mais c'est pas fini. Parce que là, vous dites, ok, du coup, c'est bon, on a modèle... tout compris, on a le Voilà. modèle ultime grâce à Dirk. Voilà. Exactement. Là, tu te dis, genre, piéton-particule, c'est bon, Mehdi, rentre chez toi, Dirk, il a plié le game, tu vois. Mais en fait, non. Il n'a pas intégralement plié le game. Parce qu'il y a une faille. Il y a une faille dans les piétons-particules. Ah, putain. Donc déjà, donc la faille du piéton liquide, c'était les flux bidirectionnels. J'espère que vous allez être meilleur pour trouver la faille du piéton-particule. Là, le problème, c'est que pour trouver, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait quand même être un peu plus familier du travail de Dirk, non? Ou alors ouais, c'est facile à non, mais trouver. du coup, je vais vous distiller Vas-y, dis. je vais vous distiller des bails, tu vois. Autant l'autre, j'avais le seum de ne pas le retrouver, mais celui-là, je pense que ça va quand même. Non, mais du coup, je vais vous aider un peu parce que sinon, c'est galère. Donc, en gros, là, Mehdi, donc on fast-forward un peu dans sa carrière. Là, il a arrêté les expériences de galérien où il clique sur 12 images par seconde. Là, il est en février 2008 et il bosse au laboratoire de Dirk, tu vois. Genre, Mehdi, il est non. Ouais, il est direct, il est en contact direct avec Dirk, tu vois. Ah, mais Dirk, il est vivant, j'avais pas. Ok, d'accord. Il a publié en 95, on peut se dire ok. qu'il avait peut-être pas 70 ans. Putain, mais Alexa, il a voulu buter Dirk direct. Non, mais j'imaginais un gars, tu sais, dans une peinture du style Renaissance en 1900. Non, je sais pas pourquoi. Il a dit 1995, la publication. Je sais pas, je l'imaginais en 1600 quelque chose. Mais voilà. Non, mais quoi? oui, Mais Alexa. on a dit que c'est Non, pas avant les écoute, années. voilà, T'es perdu dans le temps, quoi. Vas-y. Mais surtout, on a dit que c'est en 1950 qu'on a commencé à étudier les... Putain, mais il suit pas du tout... Ah, ça me vénère. Ça me vénère, il suit pas du tout tout ce qu'on raconte. C'est un échec de mon côté. Il- Je l'assume pleinement.
Bon, vas-y, c'est quoi le truc? Le pipi. La faille du pipi. Donc le pipi. Donc là, Mehdi, il a avancé dans sa carrière, il bosse avec Jésus, qui est Dirk, tu vois. Et il veut observer la façon dont les gens se croisent, toujours, tu vois. C'est toujours son kiff. Et s'évite dans un vaste espace dépourvu d'obstacles. Ok. Et donc, la même chose, on va partir de l'observation. Il choisit de filmer la foule sur une grande place. Et donc, il se place sur le Capitole de Toulouse. Et le Capitole de Toulouse, il surplombe une grande place. Il veut filmer les bails, tu vois. Et donc là, tu te dis, ok. J'ai pas compris la différence avec la rue, c'est que là, cette fois-ci, c'est pas un couloir, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. C'est que c'est un vaste espace dépourvu d'obstacles. Ok. Comme son non, mais en vrai, c'est intéressant parce que. Non, mais un des trucs cool dans le bouquin, c'est que je trouve qu'il a un choix Enfin, c'est là que tu vois qu'il est chercheur et que dans la recherche, le choix des mots, c'est super important. Là, moi, c'est facile parce que j'ai préparé le truc et du coup, je réutilise les mots du gars. Mais effectivement, moi, j'aurais été comme toi, tu vois. C'est que, enfin, tu remarques que les chercheurs, ils sont beaucoup plus précis et beaucoup plus diligents dans le choix de leurs mots. Je suis d'accord. Parce que du coup, ça te permet de beaucoup plus. Parce qu'en fait, l'objectif d'un chercheur, c'est de décrire et d'expliquer le monde. Et pour décrire et expliquer le monde, tu dois être assez précis en fait dans les mots que tu choisis. Tu vois. Alors que juste pour discuter et pour passer un bon moment, t'es pas obligé, quoi. Et du coup, donc voilà, il se fout sur le Capitole et il dit, je vais filmer une grande place, voir comment les gens se déplacent. Là, tu te dis, il va poser la caméra, il va mettre rec et il va se casser et il va revenir quelques jours plus tard, tu vois. Ouais. Mais que nenni, parce qu'il faudra se rappeler que c'est Mehdi et que c'est un galérien, tu vois. Et du coup, Mehdi, plutôt que de faire ça, il peut pas faire ça, tu vois. Il peut pas foutre la caméra et se casser et aller kiffer, tu vois. Ouais. Il fout la caméra, mais il doit rester toute la journée assis là-haut, entre les conduits d'aération et les antennes radioélectriques, afin de remplacer la mini-cassette de la caméra lorsque nécessaire, donc toutes les 60 minutes environ. Toutes les 60 minutes, genre, il y avait pas... bah, non, mais c'est vrai que t'as les trucs logistiques. Oui, non, mais d'accord, mais pas, 60 minutes la batterie Non, la cassette, là, c'est la mémoire. La cassette. Donc c'est là, en fait, je trouve que ça, c'est un autre aspect intéressant du bouquin. C'est que ça te montre, en fait, l'avantage de ce qu'on appelle tu sais, on dit souvent, oui, il y a des gains de productivité, tu vois. Et en fait, c'est un truc super abstrait. Et là, je trouve que ça donne pas mal d'exemples de gains de productivité, tu vois. Bon, là, ça c'est appliqué au domaine de la recherche, tu vois. Mais là, par exemple, genre juste, en fait, avant, il n'y avait pas des caméras avec des gros disques durs de 1000 Tera, tu vois. Et du coup, j'ai des cassettes, et en fait, tu dois changer la putain de cassette, quoi. Et là, juste aujourd'hui, t'as un putain de disque dur de 15 Tera, bah juste tu mets play et tu vas kiffer. Et tu vas faire autre chose à côté, tu vois. Mais même tout à l'heure, quand tu disais, ouais, dans le couloir, il a mis 3 caméras, j'avoue, j'étais en train de me dire, ok, ça avait l'air quand même assez relou, en fait. Ouais, exactement. Enfin, tu et en penses fait, tout de suite au... Oui, à la quantité de données, et tu veux dire au côté pratique. Côté pratique, faut se les trimballer, machin. Ouais, puis comment il a branché, est-ce que dans le couloir il y avait des prises? C'est pas les mêmes formats. Enfin, non, mais ça, le côté logistique, c'est visible. Mais vas-y, ouais. Oui, je pense que c'est une grosse partie, c'est une énorme partie du travail des chercheurs, en fait, de mettre en place l'expérience. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé à chaque fois, mais genre tout à l'heure, quand tu disais, ouais, il a construit son couloir comme ça et tout, j'imagine que ça lui a pris des semaines avant de trouver l'endroit, avant d'avoir les accords. Il a construit un couloir en donut, ça tient en une phrase, mais en fait, quand si demain on te dit, vas-y, construis un putain de couloir en donut, bah, ouais. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est sûr, tu vois. Et là, je trouve, par exemple, rien qu'avec 2 expériences, enfin, avec 3 expériences, on a 2 exemples de trucs où les avancées technologiques récentes lui auraient fait gagner un temps fou, quoi. Ouais. Bah là, c'est sur le truc où il doit cliquer pour trianguler les mecs. Là, plutôt que de passer 3 semaines, ça aurait été fait en 10 minutes, tu vois. Et là, même chose, genre, en gros, il doit se taper de rester toute la journée à côté de sa caméra qui est placée sur le Capitole, alors qu'avant, juste, il aurait pu mettre rec et partir, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il peut juste mettre rec et partir, tu vois. Donc là, c'est juste 2 exemples. Et en fait, c'est pas si lointain, tu vois. C'est pas une peinture de la Renaissance, tu vois. C'est en 2008, quoi. Et en fait, je trouve qu'on se rend pas compte parce qu'on est la tête dans le guidon. On se rend pas compte en fait de comment on progresse, quoi, et comment genre aujourd'hui il y a des choses super rapides qui nous prenaient des plombes avant, quoi.
Et donc voilà, donc il se fout sur le Capitole, il doit changer sa cassette toutes les 60 minutes. Et donc il a ses vidéos et il se met à essayer d'analyser tout ça, tu vois. Mais il tombe sur un os, tu vois. Il se dit, en fait, son problème, c'est que un peu plus de la moitié des piétons, ils se déplacent en petits groupes. Donc c'est des groupes composés de 2, 3 ou 4 personnes. Genre un couple, une bande d'amis, un rassemblement de touristes, tu vois. Et en fait, toutes les techniques d'analyse connues à l'époque, elles partaient du principe qu'une foule était composée de personnes seules et non accompagnées. Et bien sûr, c'est ça la limite du PP. Voilà, donc effectivement, après on va rentrer plus en détail dans le limite, tu vois. Mais effectivement, le piéton... Moi j'avais trouvé. Ouais. Donc effectivement, le piéton particule, ça considère que le piéton est une particule, donc c'est un individu tout seul. Et en fait, lui, il pousse un peu plus loin la recherche en regardant ses vidéos, et il découvre déjà deux choses de prime abord. Il découvre que les individus qui sont en groupe, ils avancent plus lentement que seuls, parce qu'en fait, les individus en groupe adoptent la vitesse du moins rapide de leurs compagnons. Donc première constatation. Et deuxième constatation, c'est que ces groupes, donc ces amas de piétons, ils ont une forme très particulière visuellement. En fait, ils ont une configuration de marche qui ressemble à un V. Donc en gros, les gens qui occupent la position centrale, ils sont un peu en retrait, ils reculent légèrement. Et ceux qui sont sur le côté, ils se rapprochent les uns des autres et ils sont un peu plus devant. C'est rigolo ça. Donc en fait, quand tu marches en groupe, bon, c'est pas un V, c'est un V subtil, hein, c'est pas non plus un V2, genre. Mais en fait, quand tu marches en groupe, il a observé que c'est systématiquement cette forme-là de V qui apparaît. Et d'une part, et d'autre part, c'est que tu marches plus lentement qu'un piéton seul. Ok. Ouais, okay. C'est hyper drôle parce que je m'étais fait la réflexion qu'il y a certains potes, ils savent marcher en groupe, c'est-à-dire qu'en gros, ils font le V. Et il y en a d'autres qui savent pas faire ça. Et c'est trop relou. Je m'étais déjà fait cette réflexion et je savais pas comment le matérialiser. Maintenant, je saurais dire, bah, tu marches pas en V. Ça casse les couilles. C'est vraiment relou. Mais c'est hyper intéressant. Ça. Mais oui, tu fais pas le V, tu vois. Mais j'avais remarqué que des gens ne faisaient mal. Moi, je disais dans ma tête, tu marches mal en gros. Ah ouais, mais genre ça veut dire ils font quoi? Ils restent en ligne quoi? Ils essayent tout le temps de rester en ligne et c'est relou en fait. Mais je sais pas, j'avais pas conceptualisé, mais tu sais, ou alors t'es sur le côté et le mec du milieu il se met devant toi. Et t'es là, mais tu fais quoi en fait? Et en fait, du coup, c'est trop marrant. Ouais, mais en fait, c'est super intéressant parce qu'après il explique pourquoi cette configuration en V se forme et pourquoi elle est intéressante. Ouais. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, Alexa, quand tu dis c'est relou. En fait, en fait, c'est ce que instinctivement tu es en train de demander, Clem, en mode pourquoi c'est relou. Et en fait, c'est relou parce que si tu as 3 potes qui marchent dans une rue, la seule configuration qui permet à chacun de voir les 2 autres, c'est le V. Parce qu'en fait, du coup, la personne du milieu, elle a les 2 personnes légèrement devant elle, donc elle peut les voir. Et les 2 autres, ils peuvent chacun tourner la tête d'un côté ou de l'autre pour voir les 2 autres. Donc en fait, si t'es pas, en fait, le V, c'est le seul moyen que tout le monde se voit. Et en fait, vu qu'on est des animaux sociaux, on veut se voir, quoi. Ouais. Bah, sauf les potes, du coup. Sauf tes exactement. En fait, du coup, si t'es dans un groupe, par exemple, tu vois, c'est super intéressant, je pense. Parce que tu vois, si t'es dans un groupe où la 3e personne, tu l'aimes pas et où tu t'en branles, elle t'intéresse pas, bah en fait, tu vas pas te foutre en V, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc je le prends hyper mal, ouais. Donc Alexa, faut que tu te poses des questions, tu vois. Je me pose des questions. Et donc, tu vois, donc là, deuxième observation, configuration en V des agrégats, des amas d'individus. Ok. Et donc c'est là la faille du modèle de piéton particule. Donc en gros, cette configuration en V, elle constitue une découverte théorique majeure. Vous êtes pas prêts? C'est majeur. Putain, j'étais pas loin de découvrir un truc de ouf. Et en gros, à votre avis, donc en gros, le modèle du piéton particule, ce qu'on dit, c'est qu'il est basé sur la physique. C'est un modèle physique, donc il considère que le piéton, c'est une particule. Donc en gros, les flux de population, on peut leur appliquer les lois de la physique newtonienne. Et en fait, c'est le modèle qui faisait référence. Et pourquoi cette configuration en V, à votre avis, elle invalide ce modèle physique-là? C'est un peu dur comme question, mais je vais vous aider en vous disant que c'est un modèle physique. Et en fait, cette configuration en V, elle invalide le modèle physique. Elle dit, en fait,
le comportement des piétons, c'est pas uniquement physique. Ouais, d'accord. C'est ce que j'allais te demander tout à l'heure quand tu as commencé à dire le piéton particule, là, il a ses limites et tout. J'allais te demander, est-ce qu'à un moment, on intègre, mais enfin, Alexa, tu l'as suggéré, est-ce qu'à un moment, on intègre le fait que, genre, les êtres humains, je sais pas, ils ont un côté justement social ou je sais pas quoi, enfin, un truc pour cognitif. Pour moi, c'est justement ça le piéton particule. C'est-à-dire qu'en gros, avant, tu avais le premier truc, c'était la mécanique des fluides. Ouais. Ensuite, tu as le piéton particule où en gros, tu les dotes de conscience. Les moi, êtres, et donc du coup ça permet d'avoir les deux sens. Et après là Georges il rajoute encore une couche, c'est que en fait les gens c'est pas tous des sans amis, donc en gros ils marchent avec des compagnons, et en fait ça fait que ta foule c'est plus un agrégat de variables indépendantes. En fait c'est des variables qui sont liées entre elles. Donc il faut imaginer des piétons particules, mais avec un espèce de petit fil imaginaire, comme un élastique entre chacun des points d'un groupe, quoi. Ouais, en gros, c'est ce que tu dis, Alexa, c'est partiellement vrai. Mais par contre, le modèle numéro 2, qui est du piéton particule, t'as toujours pas encore doté tes piétons de conscience. C'est uniquement physique. C'est de la mécanique, il a dit. Mécanique. Donc il y en a un, c'est mécanique des fluides, l'autre c'est mécanique des atomes, enfin des particules, pas des atomes plutôt, mais des grains. En fait, dans le modèle 1, c'est comme un liquide, dans le modèle 2, c'est comme du sable ou du riz. Tu vois, donc juste en fait, t'es passé d'un liquide à des particules. Et là, on passe de juste du sable ou du riz à un truc qui est doté de conscience, en fait, qui n'est plus simplement physique. Ouais, ok. Et en fait, pourquoi ce modèle en V, il va à l'encontre du modèle physique? C'est parce que n'importe quel objet en mouvement qui est régi par les lois de la physique, il adopte une forme aérodynamique du V inversé, pas du V normal. Tu vois. Donc en gros, donc c'est un V avec une pointe vers l'avant. Alors que les piétons, c'est un V avec une pointe vers l'arrière. Par exemple, pendant leur migration, les oies sauvages, elles volent en V, pointe vers l'avant. Une équipe de cyclistes... J'allais dire ça, mais je me suis dit, faut que tu fermes ta gueule, parce qu'en gros, elles sont vivantes, les oies, donc ça marche pas. Oui, mais c'est une illustration. Mais oui, vas-y, une équipe de cyclistes sur le Tour de France, elle se positionne sur la route en V. Pourquoi ? Parce que ça améliore l'aérodynamisme, tu vois. Quand tu construis un véhicule, un véhicule, tu lui donnes systématiquement une forme convexe, parce que ça te permet de réduire les frottements. Donc en gros, si c'était purement physique, en fait, on adopterait une position en V inversée, avec une pointe vers l'avant, pour réduire les frottements et pour minimiser l'effort. Tu vois. Enfin, même pas minimiser l'effort parce qu'on n'est pas doté de conscience. Tu vois. Mais en gros, on serait en V vers l'avant. Et en fait, les piétons, ils se promènent naturellement en V vers l'arrière. Tu vois. Et donc, ça va à l'encontre d'une logique physique, parce que la logique physique, c'est aérodynamique. Et donc, en fait, si on le dit autrement, les piétons, ils se positionnent délibérément de manière à entraver leur progression. Tu vois. Parce qu'en fait, t'es plus lent, t'es pas aérodynamique. Et en gros, et donc, la réponse, c'est pourquoi on fait ça ? On fait ça pour bavarder. Et donc, on est des animaux sociaux. Et lui, il le dit d'une manière assez belle, tu vois, il dit « Nous bravons quotidiennement la logique immuable du mouvement, juste pour échanger de croustillants potins sur la dernière conquête amoureuse de la voisine du troisième. Les piétons particules redeviennent de simples humains. » Dit autrement, en fait, c'est juste t'optimises pour une autre variable qui n'est pas la vitesse, quoi, en fait. Exactement. Et donc, c'est là... Donc ça nous permet en fait d'embrayer sur un dernier élément. C'est là on a dit qu'il y avait une théorie. Après il a fait une observation. Cette observation était en contradiction avec la théorie et du coup ça fait avancer la science. Tu vois. Et là c'est là on revient sur comment se construit la science. En fait la science elle se construit sur la base de deux gros piliers. C'est l'observation et la théorie. Et en fait, c'est deux approches complémentaires qui n'ont pas de sens l'une sans l'autre. Et donc, en gros, si la théorie va trop vite, faut des données pour la confirmer. Et si le volume de données est trop important,
il nous faut une théorie pour la structurer et pour faire sens, tu vois. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que la science, c'est un géant. Et en fait, ce géant, c'est un géant sur lequel nous, on se repose. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que l'humanité ou les chercheurs ou les individus, on est des nains qui se reposent sur les épaules d'un géant. Et donc, pour avancer le colosse, il faut qu'il alterne un pas à droite, un pas à gauche. Donc, il faut qu'il alterne observation et théorie. Et les nains, c'est nous, donc c'est tous les individus, chercheurs, scientifiques, ingénieurs, artistes, n'importe quoi, qui s'appuient sur le corpus scientifique, donc les épaules du géant, pour agir sur le monde qui nous entoure. Et en fait, je trouve ça assez stylé, tu vois. C'est vrai que en fait, tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qui nous permet d'agir sur le monde, ça se repose sur toutes les découvertes théoriques préalables. Et en fait, donc c'est le géant. Et en fait, toute cette découverte théorique préalable, elles ont été permises par une alternance d'observation et de théorie. Et du coup, à la fin de son doctorat, notre ami, donc là, Mehdi, ce qu'on a vu, c'est qu'il a fait pas mal d'observations et pas mal d'expériences, mais qu'il n'a pas trop fait de théorie. Tu vois. Il s'est appuyé sur la théorie des autres. Et là, à la fin de son doctorat, il se tourne vers la phase théorique de la fouloscopie. Donc, il veut développer son propre modèle. Il veut un peu dépasser Dirk. Et il veut remplacer le modèle du piéton particule par celui du piéton humain. Il s'est dit, je vais essayer de modéliser le piéton humain. Et en fait, il formule des hypothèses, des théories, il fait rentrer ces hypothèses-là dans un modèle numérique, et son modèle marche plutôt bien. En gros, dans son modèle, les croisements, ils se font par la droite, il y a des autoroutes qui se forment, il y a des trajectoires crédibles, il y a du V non inversé. Et donc, son modèle fonctionne. Par contre, il fonctionne jusqu'à un certain nombre d'individus. Dès qu'il augmente le nombre d'individus de manière un peu forte, le modèle, il déraille. Son modèle ne fonctionne plus. Donc, lorsque le nombre de personnes impliquées il devenait trop important, ces simulations avec son modèle du piéton humain, ça ne fonctionnait plus. Et dans ces conditions-là, par contre, dès que tu avais un volume d'individus trop important, c'est le modèle du piéton particule des physiciens qui fonctionnait le mieux. Ok. Et donc, c'est là où il fait une deuxième découverte, c'est que la nature du modèle à utiliser, il dépend du niveau d'encombrement. Donc, du niveau de densité d'une foule. Donc, en gros, à faible densité, le comportement de la foule, il relève des sciences comportementales. Et à forte densité, il est du ressort de la physique. Et ça me fait penser à une petite anecdote que je trouvais trop bien. Tu sais, c'est... t'as eu Newton qui a à un moment donné émis sa théorie. Et typiquement, du coup, comment on a découvert l'existence de la planète Neptune. En fait, on regardait la trajectoire de la planète Uranus et on a vu qu'il y avait un truc qui déconnait avec la théorie de Newton. Et on s'est dit, c'est sûrement qu'il doit y avoir une autre planète qui exerce un champ gravitationnel et qui fait que ça déconne. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé Neptune. Et donc ça, premier élément, je trouve ça hyper cool parce qu'en gros, tu sais, on avait un canevas théorique qui nous permet du coup d'être utilisé et de conclure et de trouver des choses intéressantes. Mais après, le truc qui est vraiment hyper intéressant, c'est que du coup, pareil, ils regardaient Mercure et ils ont dit, il y a un truc qui déconne par rapport à Newton. Et donc, ils se sont dit, du coup, il y a une autre planète et on va l'appeler Vulcain, qui est là, qui fout la merde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'autre planète qui s'appelle Vulcain qui fout la merde, ça n'existe pas. C'est juste qu'en fait, il faut passer au level 2, c'est-à-dire qu'il faut prendre la théorie d'Einstein de la relativité générale pour expliquer le comportement de Mercure. Ça me fait penser un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire que au début, tu as un modèle qui est good enough, et après, tu fais, non, là, il faut que je passe au level 2 pour expliquer le comportement de ce que je vois. Ça me fait penser à ce que tu dis, je trouvais que c'était cool, cette anecdote. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Et en fait, tu vois, moi aussi, c'est un truc que j'avais pas intériorisé. C'est le fait que, en fait, tu as des modèles théoriques qui fonctionnent, mais tes modèles théoriques ne fonctionnent pas universellement. En fait, là, en l'occurrence, par exemple,
en fonction de l'échelle. En fait, il faut faire varier ton modèle théorique en fonction de l'échelle à laquelle tu te places. J'avais un collègue... Pardon. Ouais, vas-y. Je vais finir. Non, c'est rigolo parce que ça me fait penser que j'avais un collègue au Palais de la Découverte qui disait souvent au public, tu sais, des fois tu dis, bon, bah voilà, tu parlais un peu de modèle, voilà. Et il disait, un modèle, par définition, c'est faux. Donc là, tout ce que je vais vous dire, c'est faux. Mais c'est vrai dans suffisamment dans un contexte. C'est suffisamment vrai dans un contexte pour qu'on puisse quand même comprendre des choses. Mais forcément, il y a un endroit où ça devient faux, quoi. Donc là, c'est ça. Genre, le modèle du piéton humain, ça marche pour des petites foules, quoi. Mais donc, tant que tu es dans des petites foules, bah, c'est vrai. Tout ce qui sort de ce modèle est vrai. Et en fait, à un moment, quand tu dépasses un certain seuil, bah, il devient faux, en fait. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et tu vois, genre... Et c'est quelque chose, je pense, qui est un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à vouloir universaliser ou généraliser les modèles parce que juste c'est plus simple et c'est cognitivement moins compliqué de juste se dire bah, généralise et ça explique tout, tu vois. Et en fait, ce que dit ton gars et ce que dit aussi Mehdi, enfin ce qu'on apprend là à travers ces différentes expériences, c'est qu'effectivement, un modèle est valide que dans des conditions spécifiques et que dès que tu fais varier ces conditions-là, bah il y a d'autres modèles qui deviennent valides, tu vois. Et donc là, ce qu'on disait, c'est que la variable qui détermine quel modèle il faut utiliser, c'est la densité de la foule. Et donc, à faible densité, on est sur des sciences comportementales. Et à forte densité, on est sur un modèle physique de piéton particule. Ouais, c'est trop ça, j'avoue, je trouve ça joli aussi, le fait qu'il y ait un peu ces deux trucs, genre le côté à la fois physique et j'arrive pas à formuler ce que je veux dire, mais je trouve ça joli qu'on passe de l'un à l'autre, en fait. Ouais, que tu changes de domaine. Que tu changes de domaine, ouais. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve ça marrant comment il explique. Et c'est ce que tu disais, Alexa, sur le truc de, bah, en fait, on est des gens, on est dotés de conscience, blablabla. Bah, c'est un peu une autre manière de le dire. C'est en gros, quand on a suffisamment d'espace autour de nous, et qu'on est libre d'aller où bon nous semble, bah alors on adopte un peu on adopte un comportement qui n'est pas contraint, quoi, qui est dépendant de nos aspirations et de notre volonté de faire société, quoi, on va dire, et d'interagir, tu vois. Alors que quand nos mouvements sont contraints, donc en gros quand il y a une foule de forte densité, donc là quand il y a une forte densité, bah nos mouvements sont contraints, tu vois, parce que juste il n'y a pas la place, sinon tu rentres dans le mur, sinon tu rentres dans des gens. Et bah là, en fait, on est contraint par le flow humain, et donc on est soumis aux lois de la physique, et beaucoup moins à notre envie d'interagir ou à notre libre arbitre, tu vois. Donc en fait, c'est hyper intéressant, ouais. Ouais. Donc en fait, c'est super marrant cette articulation entre les deux, c'est que une foule faiblement dense, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens ne sont pas contraints par des lois de la physique, c'est-à-dire par le risque de rentrer d'entrer en collision ou de chuter. Et bah du coup, quand t'es pas contraint par ça, bah t'as les notions d'interaction sociale et d'envie personnelle qui rentrent en jeu. Et donc c'est plus de la physique, mais c'est des sciences comportementales. Et quand t'es une foule à forte densité, bah t'es contraint par la physique parce que t'as pas envie de chuter, t'as pas envie de rentrer dans le mur, t'es poussé par les gens. Eh bien, dans ce cas-là, c'est plus de la science comportementale, c'est plus du libre arbitre, c'est simplement de la physique. Et je sais pas, je trouve ça trop stylé. Ouais, je trouve ça stylé. Ouais, c'est trop cool. Non, mais c'est cool d'en prendre conscience aussi, en fait. Je trouve que... Parce que je pense peut-être des fois, on a déjà ressenti ça, tu sais, tu te retrouves au milieu d'une foule ou dans un truc comme ça et t'es pas bien et tu te sens... bah ouais, c'est ça, tu te sens contraint, en fait. Enfin, t'es pas capable d'exercer ton libre arbitre ou tes compétences sociales ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, c'est juste que... Parce qu'à ce moment-là, bah, tu ne peux pas exercer ce... Exactement, genre à ce moment-là, c'est... En fait, tu subis la physique, quoi. Exactement, genre si tu pousses à l'extrême, si tu prends une foule extrêmement dense, bah en fait, une foule extrêmement dense, les individus qui la composent sont assimilables à un grain de sable inerte. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais, ok. C'est-à-dire que quand plus tu augmentes la densité, plus ça tend vers zéro conscience. Ouais. Zéro conscience. Ouais. C'est marrant. Et, c'est hyper drôle. Donc voilà, donc ça c'est donc en gros, donc mine de rien, cette expérience de foutre sa caméra sur le Capitole,
Ça lui a permis de faire 2 découvertes. D'invalider le modèle du piéton particule, enfin de dire qu'il n'est pas applicable tout le temps. Et de 2, de valider qu'en fait, il y a 2 modèles qui sont applicables à différentes échelles de densité. L'un qui est le modèle du piéton conscient, enfin ce qu'il appelle le piéton, comment il appelait, le piéton humain, et l'autre le piéton particule dès lors qu'il y a une forte densité. Et même Dirk, il a validé. Dirk, il a fait ouais, trop stylé. Tu deviens mon maître. Ils ont échangé. Je vous propose qu'on s'arrête. Enfin, donc là, le bouquin, il est pas du tout fini. Mais je vous propose qu'on s'arrête là et on fera un autre épisode pour faire la suite. Bah, vas-y. Grave. Bah, trop chaud. Trop intense. Et du coup, dans la suite, c'est là qu'il va y avoir les études des masses et des mouvements de foule et des trucs comme ça ou pas? Vas-y. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit... tu peux nous vendre la suite ou pas? Ouais. Alors, la suite, déjà, on va parler d'un truc stylé qui est le conformisme. Parce que, tu sais, donc là, on est passé au piéton humain. Donc, en gros, on dit, OK, on n'est plus comme des grains de riz ou des grains de sable. On a une notion de science comportementale. Et donc là, on va s'intéresser au comportement des gens. Et donc là, on rentre dans des trucs beaucoup plus intéressants pour nous, enfin, beaucoup plus marrants pour nous, êtres humains, qui sont genre, est-ce qu'on est conformiste? Est-ce qu'on s'imite? Est-ce qu'on copie son voisin? Voilà. On va parler aussi des grands mouvements de foule, genre à la Mecque. Pourquoi il y a 400 morts à la Mecque tous les ans. On va parler des réseaux sociaux, d'Internet, comment ça fonctionne. Donc ça va être assez cool. Ouais, ça va être pas mal. Moi, j'avais vu une vidéo stylée de lui où il disait, je sais pas, genre 5 conseils pour survivre à une foule ou à un mouvement de foule. Et je m'étais dit, il faut absolument que je me souvienne de tout ce qu'il dit comme conseil et tout. J'en ai retenu qu'un. Je ne sais pas lequel du coup. Ça marche. Bon, allez, au prochain épisode. Allez, trop cool. Plein de bisous. Salut. Trop bien. C'était trop cool. Ah, le bâtard. Non, franchement, c'est stylé. En fait, c'est un peu...